sur le Slow Method Podcast. Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, c'est un podcast avec le docteur Vincent Macquart, chiropraticien. Donc, c'est une. On se connaît bien, on se connaît depuis quoi, plus que ça maintenant, 7-8 ans peut-être, un truc comme ça. Et qui est là après l'annonce que j'ai faite sur TikTok et qui est là par hasard? Faites hasard et mettez hasard ou TikTok. Parce que je sais que souvent les gens en live arrivent par hasard. En fait, il y a un genre, je sais pas comment on fait pour arriver sur des lives par hasard. Il y a pas mal de gens qui sont là par hasard. Et ce que j'ai dit sur, attends, je vais changer le annonce hasard. Ok, ça marche. Alors, je vais juste retourner l'écran par hasard. TikTok. Ok. Donc là, c'est Vincent Macquart. Écoute, je vais te laisser te présenter déjà. Ce sera peut-être plus simple que moi je ne le fasse. J'avais dit sur le TikTok, donc si vous avez mal au dos, en gros aux articulations et des tendinopathies, n'hésitez pas à venir poser vos questions. Ah, il y a déjà une question. Non, c'est sur le jeûne intermittent, c'est sur autre chose. Mais ça, je pourrais y répondre juste après. Donc, vous inquiétez pas, je vois vos questions. Tu peux poser des questions comme ça, BXN27, mais là, on va commencer le podcast. Donc, je la garde en tête. N'hésite pas à reposer la question si besoin. On y répondra un petit peu plus tard si tu veux bien. Parce que je poserai probablement une question sur l'inflammation. À ce moment-là, le jeûne intermittent pourra être un élément intéressant à rajouter là-dedans. Donc, je vais te laisser commencer par te présenter. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en gros, voilà quoi. Donc, tu es en live avec 10 personnes. Voilà, je t'en prie, tu peux commencer. Je m'en fais le fond. Et voilà. Okay. Bonjour à tout le monde. Je suis donc Vincent Macquart. Je suis chiropraticien depuis maintenant 21 ans. Ça commence à faire. C'est pour ça qu'il y a des petits poils blancs là, dans la barbe. Je vois ça là sur l'écran, c'est la cata. Je suis chiropraticien au Chesnay. Alors maintenant, on doit dire le Chesnay Rocancourt. Ça a fusionné là, depuis quelques mois. Donc le Chesnay qui est collé à Versailles. Et donc, je suis docteur en chiropratique, chiropraticien ou chiropracteur, il y a plusieurs façons de dire. Et voilà, j'aime beaucoup mon métier. Et on peut le dire dès maintenant, ça se voit peut-être pas forcément sur l'image, mais je suis complètement bigleux. Je suis même malvoyant pour être précis, et c'est entre autres pour ça que j'ai choisi ce métier il y a maintenant 21 plus 6, 27 ans. Puisque c'est donc 6 ans les études de chiro. Donc il y a 27 ans, je me suis orienté vers ça, puisque je suis malvoyant, c'est-à-dire, pour la faire courte, partiellement aveugle. Voilà, donc au centre de la vision, comme ça je mets les choses au clair dès le départ. Au centre de la vision, je suis aveugle, je ne vois rien du tout, je vois que sur le côté, et pas fantastiquement bien, puisque la vision latérale périphérique est très mauvaise. Mais je vois quand même, donc ça fait quand même une nuance importante. Je ne suis pas aveugle, je ne suis pas non-voyant, je suis malvoyant. Donc je vois très très mal, mais je vois quand même encore. Et c'est donc pour ça que j'ai choisi ce métier où évidemment on travaille avec les mains. Voilà, à peu près tout pour la présentation. Parce que, chiropraticien, la plupart, moi au départ, je ne connaissais pas du tout avant de te connaître en fait. Je me demandais si tu peux juste présenter rapidement en quoi consistait ton métier. Alors, chiropraticien ou chiropracteur, on peut dire les deux choses. Déjà, l'étymologie chiro et practeur. Practeur, c'est évidemment qui pratique, qui soigne. Chiro, c'est la main, comme un chirurgien. D'ailleurs, ça s'écrit chiro. Certains disent chiropraticien ou chiropracteur. Mais on dit plutôt chiro. Mais keir, en grec, c'est la main. Donc, chirurgien, chiromancien, celui qui lit dans les lignes de la main. Une molécule chirale, c'est qui est symétrique en biochimie structurale. C'est une molécule qui est symétrique sur un plan, donc qui est comme les mains. Si on les met comme ça, elles sont symétriques. Donc c'est de là que ça vient en fait. La main, c'est le miroir. Donc voilà, chiropraticien, c'est celui qui soigne avec ses mains. Donc en fait, c'est un cousin de l'ostéopathe. J'en entends déjà qui parce que il y a toujours ces petites ces micro-guéguerres entre ostéo et chiro, mais rien de bien méchant.
Mais voilà, c'est des cousins germains, la chiropratique étant, alors là encore, voilà, je vais relancer la petite guéguerre, mais à mon sens, un tout petit peu plus, de manière générale, un peu plus approfondie que l'ostéopathie, même si, voilà, c'est toujours pareil, il y a des écoles d'ostéopathie qui sont très, très sérieuses, très longues et qui reviennent à peu près effectivement à la même chose. Mais en chiropratique, disons que la formation a été plus uniformisée dans le monde entier. C'est minimum 5 ans, c'est 6 ans en France. Alors c'est vrai que ça vient de repasser en France à 5 ans, mais ça c'est encore toute une histoire de législation. Oui, donc juste une petite précision. Je voulais le rappeler en fin de vidéo et puis en fait j'ai oublié, j'ai parlé en début de vidéo du fait que le nombre d'années d'études était passé de 6 ans à 5 ans pour la chiropraxie en France. Et de ce fait, j'ai oublié de le rappeler, normalement, moi je continue de le dire par réflexe, mais normalement on ne peut plus dire du coup docteur en chiropratique, puisque donc on est repassé en Masters 2, on a perdu le premier échelon du doctorat puisqu'on est à 5 ans. Donc voilà, donc en France on n'est plus docteur en chiropratique, on est chiropraticien. Par contre, comme dans quasiment tous les pays d'Europe et les autres pays du monde, on est toujours reconnu au titre de docteur. On peut dire Doctor of Chiropractic. Voilà, ça reste possible, mais plus en français. Voilà, c'est tout. Le chiropraticien, à la fin de ses études, il est docteur en chiropratique. Moi, après mon nom, je dois mettre Vincent Macquart, DC. DC, ça correspond à docteur en chiropratique, alors qu'un ostéopathe mettra DO, ce qui veut dire diplômé en ostéopathie. Bon, voilà, ça ne fait pas une énorme différence, mais un tout petit peu quand même sur la durée des études, sur le fait qu'on ait une soutenance de thèse avec à la fin. Alors, on va tout de suite remettre les choses en place. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas une thèse de médecine, ce n'est pas un doctorat de médecine. C'est pas, je crois que c'est le socle minimal maintenant de médecin, c'est 8 ans, je crois, et puis il faut rajouter des spécialités. Donc, c'est pas ça. Moi, comme je l'ai toujours dit, c'est un petit doctorat. Enfin, voilà, c'est le premier échelon, on va dire, du doctorat, comme un DESS ou un DEA ou autre. Et donc, voilà, pour résumer, c'est le traitement de tous les problèmes d'origine mécanique, tous les désordres d'origine mécanique. Donc ça, c'est assez vaste, assez large, du coup, par le mécanique. Donc, en utilisant les mains. Et donc, bah, voilà, tout ce qui est travail avec les mains, c'est massage, manipulation, ajustement, toutes sortes de techniques comme ça. Il y en a beaucoup qu'on peut utiliser avec les mains. Et tout ce qui est désordre d'origine mécanique, bah là c'est très large. Ça va du torticolis classique au lumbago, à la sciatique, et puis au fur et à mesure, en s'éloignant de la vertèbre, finalement, ou de l'articulation qui coince, il peut y avoir énormément de symptômes. On ne croirait pas forcément rattachés, ils ne le sont pas toujours, mais parfois, ils peuvent être rattachés à quelque chose de mécanique, comme un mal de tête, des vertiges, des fourmillements dans la main, éventuellement du stress, des problèmes de sommeil. Voilà, au bout d'un moment, l'origine mécanique peut être vraiment à distance du symptôme et on se rend compte qu'en traitant le problème mécanique, sans forcément d'ailleurs, parfois c'est même par hasard, et bien le symptôme à distance est traité par l'origine du problème qui était souvent un blocage mécanique. Pas toujours évidemment, mais souvent c'est comme ça que ça se passe. Voilà, je pense à peu près avoir résumé. Alors, première question, quelle est la différence entre un chiropraticien et un éthiopathe? Alors, éthiopathe, ben justement, entre ostéopathe et chiropraticien, c'est presque l'éthiopathe qui pourrait faire le lien, parce que l'éthiopathe, alors évidemment, c'est pas ma spécialité, mais de ce que j'ai, enfin, je suis chiro, je suis pas ostéopathe, mais de ce que j'ai appris, les éthiopathes, c'est la branche justement plus approfondie de l'ostéopathie. Dans l'ostéopathie, comme en chiropratique d'ailleurs, il y a deux grandes tendances qui sont énergétiques et mécaniques. Il y a plus d'énergéticiens, de ce que j'ai cru comprendre, en ostéopathie qu'en chiropratique. Il y a plus de mécaniciens, de biomécanistes en chiropratique ou en chiropraxie. En gros, l'énergéticien va plus jouer, comme son nom l'indique, sur les énergies, et donc c'est un petit peu plus, comment on pourrait dire, c'est un peu moins evidence-based. Ça, c'est ce qui ressort énormément de plus en plus ces derniers temps, c'est que il faut que ce soit evidence-based, donc basé sur des évidences, sur des preuves. Donc c'est un peu plus, voilà, les énergies, ça se rapproche un peu de l'acupuncture et tout ça.
Le mécaniste ou le biomécaniste, c'est plus, voilà, c'est bloqué, on débloque, c'est tendu, on détend, voilà, il y a vraiment une action plus mécanique, avec éventuellement cet ajustement, avec le petit craquement, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, mais avec un peu plus cette notion vraiment de mécanique. Et donc l'éthiopathe, justement, c'est ceux qui sont plus mécanistes chez les ostéopathes et qui sont très evidence-based, donc où là c'est plus médical, si je puis dire, et donc ils sont encore moins nombreux, c'est-à-dire que, alors pareil, il faudrait que je vérifie les chiffres, mais en gros, je crois me souvenir qu'en France, il y a à peu près, si je me souviens bien, 30 000 ostéopathes, quelque chose comme ça. Il n'y a que 1000 chiropracteurs. On est vraiment moins nombreux parce que déjà, c'est arrivé plus tard en France et puis les études étaient plutôt plus longues, plus difficiles. Et il y a seulement, je crois, les éthiopathes, je crois qu'ils sont que 200, 150 ou 200, quelque chose comme ça. À vérifier, mes chiffres datent peut-être un petit peu parce que en y repensant, c'était, je crois, il y a 1 ou 2 ans que j'avais vu ces chiffres-là, donc ça a peut-être déjà à peu près évolué. Mais normalement, c'est ça. Voilà. Ok. Mais déjà, écoute, il y a plus de questions que d'habitude là, donc c'est cool. Moi, alors, comme tu as parlé de faire craquer, machin, etc., je pense que, je ne sais pas s'il y a des légendes urbaines sur le fait de craquer ses doigts ou son dos ou machin. Et je me demandais si tu peux faire un petit topo sur le. Alors, déjà, pourquoi ça craque? Parce que je pense que ça doit en intéresser plus. Alors ça, effectivement, c'est toujours rigolo à savoir, effectivement, parce qu'on a vraiment l'impression d'un bois vert quoi, qui craque, de quelque chose vraiment qui casse presque. Alors, pas du tout, évidemment. Moi, je prends souvent la comparaison avec les papiers à bulles. Tu sais, les papiers à bulles pour protéger là, les choses que tu fais livrer et qui sont, enfin moi en tout cas j'aime beaucoup faire ça, c'est faire claquer les petites bulles, mais je crois qu'il y en a 2 ou 3 comme moi, où tu les fais claquer entre les doigts. En fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que quand on mobilise l'articulation, voilà, j'essaie de faire court, mais dans une articulation, il y a une pression négative, ce qui permet que les 2 bords de l'articulation s'aspirent et soient un petit peu collés l'un à l'autre. Du fait de la mobilisation, on va ouvrir cette articulation et donc on force de l'azote qui est à l'extérieur de l'articulation à être aspiré via la membrane articulaire à l'intérieur de l'articulation. Après, il y a d'autres petits processus un peu plus complexes, mais le principal, c'est ça. Et en même temps que l'azote rentre dans l'articulation, fait une petite bulle dans le liquide synovial, le liquide articulaire, et qu'au moment où cette bulle se mélange, se dissout dans le liquide, et que les bords osseux se recontactent quand tu arrives au bout du mouvement et que ça reprend sa position, et ben voilà, c'est comme cette petite bulle qui craque dans le papier à bulles, plus le fait que ça soit réenfermé comme ça entre 2 parties osseuses, et ben ça fait vraiment comme un crack. Et c'est ça qui fait ce bruit. C'est en fait une bulle d'azote, une bulle d'air qui claque, qui pète dans le liquide. En l'occurrence, il suffit qu'il n'y ait pas une composante azotée à l'extérieur de la membrane qui soit très forte, ou que le mouvement se fasse lentement et à ce moment-là, l'air rentre doucement et ne fait pas cette bulle. Très souvent, moi, je sens que le segment se relâche, et même souvent le patient se relâche aussi, et il n'y a pas le crack. Donc, ce n'est pas du tout obligé qu'il y ait le craquement. Ce qui est vraiment obligé, c'est donc ce craquement, on appelle ça la cavitation médicalement. Donc, le fait que justement cette bulle rentre et fasse une cavitation, ça se comprend aisément en fonction du nom. Ce qui compte, c'est qu'on sente vraiment le segment se relâcher. C'est-à-dire que, et c'est ça qu'on traite, c'est l'hypomobilité du segment articulaire qui manque de mouvement, qui est donc bloqué. Et on sent quand on fait le mouvement que tout d'un coup il lâche et qu'il se relâche. Et donc le crack n'est pas du tout obligé. Voilà. D'accord. Et alors, parce que bon, j'imagine que la question subsidiaire pour ça, après je vais plutôt, parce que ça commence à faire, il y a une quinzaine de messages, voilà, donc on va passer surtout, je pense, du temps à répondre à des questions plus précises. Je pense que ce sera plus intéressant que poser des questions globales. Mais c'est juste, donc par exemple, quand on se craque les doigts à répétition, grave, pas grave. Alors si, alors effectivement, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Hippocrate, mais il faudra vérifier, c'est la dose qui fait le poison. De l'eau, c'est complètement vital. Si tu en bois trop, c'était une torture au Moyen-Âge, tu fais exploser le ventre et tu meurs. Donc, tout est une question de dosage. Non pas en termes d'intensité. Si tu envoies un petit peu trop fort sur une articulation qui est vraiment coincée, qu'elle craque très fort, voilà, tu peux avoir une petite inflammation au moment même. Le patient va être gêné pendant 1 ou 2 jours, mais ce n'est pas plus grave que ça.
Là, pour le coup, il y a une légende urbaine qui tourne que comme quoi on va finir en chaise roulante et tout ça. C'est pas vrai. Il faut être, comme j'aime dire à mes patients, il faut être un boucher des Carpates pour que ce soit le cas. Il faut vraiment être d'une violence inouïe. Donc, on peut juste créer une inflammation qui fasse un petit peu mal pendant un jour ou deux et ça part. Par contre, ce qui est vrai, c'est sur la fréquence. C'est qu'il ne faut pas, et c'est comme tout, il ne faut pas faire craquer trop souvent, trop tout le temps. Parce qu'effectivement, fait de façon régulière et modérée, il n'y a aucun problème, mais si tu le fais trop, ça fait apparaître de l'arthrose. Il y a plus ou moins un consensus sur le nombre d'ajustements. Chez les chiropraticiens, on parle d'ajustements articulaires. Le nombre d'ajustements qu'il faut faire, en gros, maximum par semaine, ce serait une fois par semaine le même segment. Et ça ne veut pas dire qu'on peut aller qu'une fois chez le thérapeute. Ça veut dire que si tu as fait une C5, une cinquième cervicale, il faut qu'il attende une semaine pour retoucher cette C5. Voilà. Le problème des doigts et tout ça, comme tu as dit, c'est que les gens qui font clac comme ça, ils ne le font pas une fois par semaine, ils le font 10 fois par jour. Parce que c'est devenu un réflexe. On le fait sans s'en rendre compte. Ceux qui font comme ça, et d'ailleurs, j'ai vu que toi, Morgane, tu le faisais un peu, surtout pendant les vidéos. Ouais, je sais. En fait, c'est terrible. C'est pour ça que je pose la question aussi, mais c'est pas plus réflexe. C'est pour ça que j'ai ça derrière ma tête. Je ne sais pas si toi, tu te fais craquer ou si tu détends juste un petit peu les muscles. En fait, je détends et parfois, je sens qu'il y a un truc et je peux tenter et puis je fais hop et je me claque. Tu vois, je me fais un petit crack et je sais qu'il ne faut pas le faire et je le fais, quoi. Voilà. Disons qu'il ne faut vraiment pas le faire trop souvent. Donc, en gros, normalement, une fois par semaine. Et en plus, c'est encore plus vrai quand on se le fait à soi, parce que, bon, là encore, j'essaie de la faire courte, mais le fait que le mouvement vienne de soi-même, j'essaie de la faire courte, mais moi, je ne sais jamais faire court, mais moi, j'essaie. Le fait que le mouvement vienne de soi-même plutôt que de l'extérieur fait que le segment passe de façon beaucoup plus forcée, beaucoup plus en contrainte que quand ça vient de l'extérieur. La raison principale de ça, c'est que si moi je relâche, je garde le même exemple, je relâche une C5 sur un de mes patients, lui il est allongé sur le dos, sa tête est complètement relâchée et c'est moi qui vais faire le petit mouvement pour que ça se relâche. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, très souvent quand les segments ne sont pas très coincés, je ne donne même pas l'accélération, je fais comme ça, je l'emmène au bout et j'attends que ça se relâche. Et si vraiment le segment est suffisamment coincé pour que ça ne bouge pas comme ça, hop, je rajoute une petite accélération. Mais donc là, le mouvement, il vient de l'extérieur. Ça veut dire que les muscles du patient sont complètement relâchés. Quand nous, on le fait, enfin, quand quelqu'un le fait soi-même, si on fait ça, on est debout, on tient sa tête, on contracte ici pour emmener la tête ici. Voilà, le segment, il passe en contrainte. Donc, déjà, dès le début, il force beaucoup plus que quand le mouvement vient de l'extérieur et que c'est passif pour le patient. C'est le praticien qui est actif, le patient, il est passif. Quand on le fait soi-même, on est actif. Donc, l'articulation, elle passe un peu plus en force. Et donc, ça se joue à rien du tout, mais ça l'use un tout petit peu plus. Et ça, fois 10 fois par jour, fois je ne sais pas combien dans sa vie, ça finit par faire apparaître de l'arthrose. Et au lieu que l'arthrose, qui est donc le vieillissement accéléré de l'articulation, au lieu que ça apparaisse de façon normale vers 65-70 ans, 60-70 ans, ça apparaît vers 40-50. Moi, j'ai des patients qui se sont fait craquer tout le temps. J'ai un rugbyman comme ça qui s'est fait craquer le cou comme un dingue avant, pendant, après ses matchs. Et en plus, au rugby, dans la mêlée, tu écrases très fort le cou. C'est une catastrophe pour les cervicales, plus toutes les chutes au sol et tout ça, les plaquages. À mon âge, à 45 ans, je veux dire mon âge ancestral, à 45 ans, je tourne comme ça, quoi. Même après la séance, il tourne un tout petit peu plus comme ça. Mais de manière générale, il n'a pas du tout les 90 degrés de rotation qu'on doit avoir, quoi. Donc voilà pourquoi il ne faut pas le faire soi-même, parce que ça va user beaucoup plus vite l'articulation. Ça marche. Alors, donc moi, je vais me taire un peu, je vais laisser, parce que bon, ils sont là pour une raison quand même. Donc, première question, une solution miracle épine calcanéenne. Ça dit quelque chose là ou pas? Oui, épine calcanéenne. Alors, les épines calcanéennes, le calcanéum, c'est l'os du talon. Assez bizarrement, dans le pied, il y a un os qui s'appelle le talus. Ce n'est pas le talon, c'est l'os qui fait la jonction entre le pied et le tibia. Et l'os du talon s'appelle le calcanéum. Une épine calcanéenne, c'est quand tu as un os qui pousse sur le calcanéum. Et généralement, en fait, ce n'est pas que ça pousse, c'est que c'est une insertion tendineuse. Donc, c'est la fin du muscle qui devient un tendon et qui s'attache sur l'os, qui s'enflamme, qui commence généralement par une tendinite
Et cette tendinite, quand elle est là, quand elle reste longtemps, elle finit par se calcifier. Comme beaucoup d'inflammations dans le corps, quand elle reste là trop longtemps, elle s'ossifie. Le corps dit, bon, maintenant ça suffit, c'est enflammé depuis je ne sais pas combien de temps, on transforme ça, on ne va même pas faire une fibrose cicatricielle, on ne va pas transformer en collagène, on va carrément transformer ça en os si on n'en parle plus. Et donc, la pointe terminaison terminale du tendon s'ossifie et fait une pointe, fait finalement une petite saillie osseuse. Et du coup, évidemment, à chaque fois qu'on pose le pied, on a mal. Parce que ça appuie sur cette épine calcanéenne. Alors, tout dépend du stade. Il n'y a pas de méthode miracle. En gros, moi, ce que je fais sur les épines calcanéennes, c'est que j'essaie généralement de les travailler, toujours mécaniquement, de les ramollir et d'essayer en fait de faire régresser la part calcifiante sur le tendon, c'est-à-dire qu'en gros, si le tendon est là et que la partie ossifiante va manger comme ça, d'essayer de ramollir pour que la part ossifiante recule. Alors évidemment, il faut appuyer assez fort, ouais, c'est pas très agréable, évidemment, c'est un peu douloureux, mais on essaye quand même comme ça de gagner du ramollissement sur le tendon, et donc de décalcifier un petit peu. Si ça suffit vraiment pas comme ça par le massage, ce qui peut être pas mal, c'est pas les MTP. Les MTP, c'est le massage transverse profond, c'est ce que je fais dessus, qui est très pratique sur une tendinite classique même, et que je t'ai fait plusieurs fois à toi, Morgane. Et bien, ce qui peut être pas mal, c'est chez les kinés pour le coup. Alors, il doit y avoir des chiros qui ont la machine, mais c'est quand même surtout kiné, ça. C'est la machine à onde de choc. Alors, le mot fait un petit peu peur. Ou machine à percussion. C'est une sorte de micro-marteau-piqueur et puis qui fait exactement ça, en fait, qui va casser ça vibre. On le met sur l'épine calcanéenne et ça va casser tous les petits ponts calciques qui se sont faits sur le tendon. Donc au début, on se dit ça va, ça fait moins mal que quand le docteur Macquart me le fait. Sauf que là, on reste 3 minutes avec la petite machine. Donc au bout de 3 minutes, évidemment, on commence à sentir pas mal. Mais en gros, à part ces deux choses-là, je ne connais pas trop d'autres techniques miracles. Ce qui peut être pas mal quand même, un peu comme toujours en fait, c'est d'essayer d'ajuster, ça c'est vraiment plus l'approche chiro justement, d'ajuster les articulations proximales, voisines de ce calcanéum, pour, en redonnant du mouvement au calcanéum, qui généralement, quasiment, à cause de tout ça, a perdu du mouvement, en lui redonnant du mouvement, eh bien, ça peut changer éventuellement un petit peu les appuis et faire en sorte qu'on n'appuie plus exactement sur l'épine calcanéenne, donc qu'elle fasse moins mal, donc qu'elle s'enflamme, que l'inflammation soit moins auto-entretenue, et donc la calcification. Donc, c'est aussi souvent ce que moi je fais. Voilà, donc je fais MTP, massage transverse profond, ajustement de la talocalcanéenne, l'articulation du dessus, les articulations du calcanéum avec les os du tarse. Et si tout ça ne suffit pas, au bout de 2, 3 visites, 4 visites maximum, à ce moment-là, j'envoie chez un kinésithérapeute pour faire des ondes de choc. Et généralement, sur les rares patients chez qui ça n'a pas suffi, rajouter les ondes de choc, ça règle le problème. Merci beaucoup. Je suis désolé, j'essaie de faire court, mais j'arrive pas, c'est tout. Mais tant mieux, hein, au moins c'est une réponse, voilà, c'est thorough, comme on dit. Alors, ensuite, donc je vais squeezer plusieurs questions ensemble là. Faut-il plusieurs séances? Thérapie manuelle fait-il partie de la chiro? Et je crois qu'il y en a une troisième qui ressemblait à ça. Bon, on va faire ces deux-là déjà. Okay. Donc en gros, oui, c'est de la thérapie manuelle. Bon, ça, tu as répondu déjà. Mais faut-il plusieurs... D'ailleurs, en fait, voilà, la définition exacte de la chiropraxie, c'est thérapie manuelle. Alors, toujours pareil, il y a eu des petites modifications qui ont été faites pour intégrer justement ceux qui travaillent un peu plus en énergétique. Mais voilà, en gros, c'est traitement par la main, donc la plupart du temps par thérapie manuelle, de tous les désordres, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les désordres d'origine mécanique. Pas que tous les désordres mécaniques, mais tous les désordres d'origine mécanique. Donc oui, complètement, c'est une thérapie manuelle. L'autre question, c'était combien de séances? Ça, c'est ultra variable. Parfois, ça peut être une séance. Il faut être honnête, c'est quand même assez rare parce que généralement, quand on va chez le chiropraticien, comme c'est quand même plus onéreux qu'une consultation, comme on est des spécialistes, c'est quand même des consultations un peu plus onéreuses que chez le kiné. Voilà, quand on va chez le chiropraticien, généralement, c'est qu'on est un peu plus amoché, pas forcément, mais enfin souvent.
Et donc, souvent, c'est des trucs un peu plus costauds et il faut généralement au moins 2-3 visites. Par contre, en moyenne, en tout cas, moi, je vois mes patients, voilà, 4 visites, je dirais, en moyenne. Par contre, ce qui est très fréquent en chiropraxie, et c'est même l'un des fondements même de la chiropraxie, c'est de dire, OK, on va régler le problème en 4 visites, mais le but, c'est que ça ne revienne pas. Le but de la chiropraxie, c'est une des différences aussi, je crois, avec l'ostéopathie, c'est que l'ostéopathie, elle a une visée un peu plus rapide de réhabilitation et un peu moins sur cette notion du long terme. Le chiro veut dire, OK, vous avez eu ce problème, j'ai réussi à vous en débarrasser, on va faire en sorte que ça ne revienne pas. Et donc, pour ça, on va garder des petites visites, on appelle les premières phases les phases de traitement. Et après, il y a généralement une phase de stabilisation qui est où en espace à 1 mois, on vérifie que ça tient bien. Et puis après, on essaie d'espacer à la phase d'entretien où on va dire aux patients, on se revoit une fois par mois, ou une fois par trimestre, ou par semestre, ou une fois par an, juste pour être sûr que ça ne revienne pas et pour redésamorcer avant que trop ça se réinstalle. Et ça, évidemment, ça aussi, c'est très variable d'un patient à l'autre. Il y a des patients qui ont un très gros problème au départ, une sciatique paralysante avec un hernie discale, je dois évidemment les voir tous les mois. Et il y a des patients qui ont eu un petit truc que j'ai réglé en 2 consultations. Je les vois une fois par an. Mais on essaye, après si le patient ne veut pas, on ne le force pas, mais on essaye toujours de garder cette phase d'entretien où il y a un suivi pour pas que ça revienne. Voilà. Oh. Alors, il y a une question là. S'agit-il d'une insuffisance de liquide synovial? Je suppose que c'est pour le craquement, mais ça doit être non. Enfin, genre, il n'y a rien de. Insuffisance de liquide. On me pose une question là. S'agit-il d'une insuffisance de liquide synovial? Et je suppose qu'il a écrit pendant qu'on parlait des craquements. D'accord. C'est non, alors, oui et non. Oui et non. C'est vrai que quand tu manques de liquide synovial, comme par exemple quand tu es sur une arthrose très, très avancée, je pense à certains de mes patients, quand ils plient les genoux, ça fait. C'est vraiment impressionnant. On a l'impression d'entendre quasiment l'os pour l'os. Voilà, ça c'est vraiment parce qu'il n'y a même plus de liquide synovial, il n'y a plus de cartilage, il n'y a plus rien. Mais le patient particulièrement auquel je pense, il a 88 ans, je crois. Donc voilà, ses genoux sont en gonarthrose évoluée, plus. Mais sinon, non, pas forcément. D'ailleurs, moi souvent, comme je dis à mes patients, il faut que vos articulations craquent de temps en temps. Quand on se tourne dans le lit pour prendre quelque chose, quand on se penche pour ramasser, le dos doit craquer de temps en temps. Un dos qui ne craque jamais, c'est pas normal. Il faut que ça bouge suffisamment pour que quand tu fais un mouvement un peu extrême, quand tu tournes pour prendre quelque chose, par exemple, que la vertèbre elle-même se décoince toute seule. Donc, le crack en soi, c'est positif. C'est juste l'articulation qui va au bout de son amplitude physiologique, c'est-à-dire le maximum normalement qu'elle peut faire. Et en dépassant un tout petit peu, ben, ça fait ce processus que j'ai décrit tout à l'heure. Et donc, ça fait le crack. Donc, un crack en soi, c'est normal. C'est pas normal que ça craque jamais. Après, si ça craque tout le temps, c'est le contraire. C'est que l'articulation est hyper mobile. C'est qu'elle bouge trop et que du coup, elle s'auto-ajuste en permanence, elle s'auto-craque. Donc là, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a une hyperlaxité. Et là, ce sera souvent une question. Alors, ça peut être un problème de la vertèbre ou de l'articulation elle-même, mais c'est souvent un problème de tout ce qu'il y a autour, les ligaments, les muscles, les tendons qui ne retiennent pas assez le segment chez quelqu'un, par exemple, d'hyperlaxe. Et à ce moment-là, le seul moyen, c'est de renforcer tout ça pour tenir un peu plus la vertèbre. Ouais, d'accord. Ok. Alors, mésothérapie. Alors, que pensez-vous de la mésothérapie? J'ai le bassin tourné vers l'avant côté droit, côté de ma cicatrice. Donc, je suppose qu'il a une cicatrice quelque part. Alors, j'ai des semelles, mais encore des douleurs. On m'a conseillé cette thérapie. Ok. Alors, la première question, c'était quoi avant le bassin? C'était la mésothérapie. La mésothérapie, ouais. La mésothérapie, alors, là encore, moi, c'est quelque chose que je fais pas. Je crois que les chiros ont le droit, mais bon, à vérifier. Moi, dans mon exercice, j'ai vraiment voulu garder les mains et rien que les mains. J'aimais cette idée de travailler, je trouvais ça noble d'avoir les mains et rien d'autre. Mais il y a plein de petits ustensiles supplémentaires qui peuvent être utilisés ou des techniques supplémentaires. Donc, mésothérapie, certains médecins le font et je crois que les chiros ont le droit à vérifier. Mésothérapie, c'est de l'injection je crois, de sérum FIS à vérifier. Ou alors, non, il y a peut-être une dose très minime d'anti-inflammatoire, mais à vérifier. Je crois que c'est ça. Je crois que la mésothérapie, c'est plus ou moins l'homéopathie
de l'infiltration. L'infiltration, c'est quoi? C'est l'artillerie lourde. L'infiltration, on injecte la cortisone, l'anti-inflammatoire stéroïdien, donc très, très costaud à l'endroit où vraiment il y a souffrance. La mésothérapie, c'est l'homéopathie de ça, c'est-à-dire qu'on injecte vraiment des doses minuscules pour que le corps fasse le reste. Hein, l'homéopathie, c'est le principe de l'homéopathie. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais ils disent on met dans le corps une dose infinitésimale du produit pour que le corps fasse le reste, qu'il enregistre, qu'il comprenne et qu'il fasse le reste. Bon, la mésothérapie, c'est ce principe-là. Moi, comme tous ces trucs-là sur lesquels je ne dirais pas que j'y crois à 100%, mais je ne pourrais pas dire non plus que j'y crois pas, j'observe les résultats. Et vraiment, j'ai des patients qui m'ont dit ça m'a vraiment aidé, d'autres qui m'ont dit ça n'a rien changé du tout. Un peu comme l'homéopathie, un peu comme voilà, des choses comme ça. Des patients ont été traités en acupuncture, ils ont vu des résultats incroyables. D'autres, ils m'ont dit ça m'a piqué partout, c'est tout. Donc voilà, c'est dès lors que c'est moins evidence-based, comme je le disais tout à l'heure, basé sur des preuves, c'est plus dur de savoir. Et la mésothérapie, je crois, n'est pas complètement evidence-based, mais c'est à vérifier. Pour ce qui est du bassin, alors, le bassin, il faut savoir que là encore, un bassin, c'est toujours en bascule. Un bassin droit, ça n'existe pas, comme je dis à mes patients, un bassin droit, c'est un robot. Ça n'existe pas. On est des êtres qui avons l'air symétriques comme ça, mais on est totalement asymétriques. On n'a notamment jamais la même longueur de jambe. Comme on n'a jamais la même longueur de jambe, il y a toujours quelques millimètres de différence, le bassin ne peut pas être droit. Donc, il est toujours en bascule. Par contre, parce que c'est ça que j'explique à mes patients, il est en bascule, mais il doit être mobile, c'est-à-dire qu'il doit être souple des deux côtés. Ça, par contre, il faut que ce soit équilibré. Donc, le fait que quand on se regarde dans la glace, il y a une pointe un peu plus haute que l'autre, après, il ne faut pas que ce soit de 10 cm ou de 5, mais c'est normal. Par contre, si effectivement on essaie de plier une jambe et qu'il y en a une qui arrive à la poitrine et l'autre qui est à 30 cm, ou à 15 même, là, ce n'est pas normal. Là, c'est qu'effectivement, il y a un vrai problème d'asymétrie, mais surtout dans le mouvement. Donc, il ne faut pas trop se fier à voilà, ces différences comme ça posturales, même si ça peut jouer au-delà d'une certaine importance, mais c'est surtout vraiment ce qui compte, c'est vraiment la mobilité, l'équilibre, le côté harmonieux dans la mobilité et donc une certaine symétrie dans la mobilité, même s'il ne faut pas non plus, là encore, chercher la symétrie absolue. Par contre, qu'est-ce qu'il disait par rapport à sa cicatrice, que c'était du côté de sa cicatrice? Ouais, en fait, il parlait de mésothérapie pour essayer de guérir une histoire de bassin qui part trop vers l'avant. Il avait utilisé des semelles aussi, donc j'imagine qu'il a dû avoir un genre d'opération ou quelque chose quand il disait côté de la cicatrice. Ouais, les semelles orthopédiques, ça peut être très bien si on a une trop forte différence de longueur de jambe. Alors, les semelles orthopédiques, c'est pour jouer sur les appuis podaux, le pied qui va mal se positionner au sol. Très intéressant, puisque moi, je travaille beaucoup avec des podologues, parce que si le pied est mal posé au sol, après, évidemment, par réaction en chaîne, ça va remonter jusqu'en haut. S'il y a un pied plat d'un côté, un pied creux de l'autre, je prends un exemple extrême, là, ça va créer une vraie différence induite de longueur de jambe, finalement, et donc de torsion du bassin. Et donc, ça va évidemment tordre la colonne, potentiellement faire une scoliose et ainsi de suite. Donc, très intéressant, les appuis podaux pour gérer cette voûte plantaire. Mais en plus, sur les semelles orthopédiques, on peut rajouter une talonnette, c'est-à-dire une épaisseur plus grande d'un côté ou de l'autre, pour compenser quand la différence de longueur de jambe est trop importante. Il faut savoir qu'on talonne, généralement, on met une talonnette au-delà de 1, alors là, pareil, les avis divergent, mais au-delà de 1 cm, voire 1,5. Ça veut bien dire que 1 cm de différence de longueur de jambe, c'est pas grave. Je crois que la moyenne chez les hommes, c'est 6 mm et 5 mm chez les femmes. Voilà, 1 cm, c'est pas grave. À partir d'1,5, par contre, là, il faut talonner. Parce que 1,5, c'est vraiment trop. Et là, vraiment, il y a une sorte de boitement permanent. Ça, forcément, ça peut que tout déglinguer. Donc là, la talonnette, elle devient vraiment intéressante. Après, voilà, par rapport au bassin, effectivement, si, malgré tout ça, le bassin reste asymétrique j'ai envie de dire, dans sa mobilité ou garde une asymétrie anatomique trop grande, à ce moment-là, la chiropratique peut être vraiment intéressante parce que du coup, obligatoirement, il y aura des blocages, des articulations sacro-iliaques, des articulations coxo-fémorales, des lombaires basses, du sacrum. Et donc, en mobilisant tout ça, en décoinçant tout ça, on ne pourra que améliorer les choses et rééquilibrer et très probablement régler le problème ou au moins l'améliorer en tout cas.
Ouais, mais je pense que la mésothérapie, je ne comprenais pas l'intérêt de la question, et je pense que justement le fait de remobiliser le bassin, d'essayer de remettre les choses en place mécaniquement, enfin bon, après je ne sais pas quel est le problème à la base, parce qu'il n'a pas été décrit, je pense que c'est probablement mieux que d'aller s'injecter des produits sur une cicatrice pour essayer de résoudre ça, quoi. Alors, ce qui est vrai, c'est Enfin, que je quand même, pense, hein. si c'est par rapport à la cicatrice, la méso, ça peut quand même être intéressant. Mais la mésothérapie, pour moi, c'est surtout sur l'aspect analgésique, enfin antidouleur. C'est vraiment pour diminuer la douleur et diminuer l'inflammation. Je ne sais pas trop s'il y a d'autres effets que la méso peut entraîner, mais encore une fois, c'est une pratique que je n'exerce pas, donc il faudrait vérifier avec un mésothérapeute, ou en tout cas un médecin qui fait ça ou un autre thérapeute. Yes. Alors, next question. J'ai une lise, je suppose que c'est ischémique ou je sais pas quoi, sur les trois os qui tiennent la colonne vertébrale. Et il m'en manque un. Je dois donc être assez musclé au bassin, mais pendant le confinement, ça me fait de plus en plus mal. Des conseils d'étirement, s'il vous plaît. Est-ce que toi, tu aurais des choses que... Alors, juste un truc, la lise ischémique, elle est à quel niveau? Alors, qu'est-ce qu'elle a écrit? Les trois os qui tiennent la colonne vertébrale au bassin, il m'en manque un. Donc j'imagine que ça doit être soit les lombaires, soit le sacrum, non? L'un de ces deux-là. Ouais, elle doit parler des dernières lombaires et du sacrum. Mais bon, Je peux pas mais bon. en Ouais. tout cas, Bah, tu peux faire oui, si les tu veux, deux si elle cas parle de peut-être. l'ischémique. Non, mais si elle parle de l'ischémique, c'est effectivement les vertèbres des isthmes. C'est la jonction entre le corps vertébral et l'arrière de la vertèbre. Attends, je vais tout de suite prendre une vertèbre. On va montrer ça, ce sera encore mieux. Où est-ce qu'elle est? On va prendre une grosse lombaire, ça sera plus pratique. Voilà, une grosse lombaire qui vient du corps que j'ai disséqué donc en dissection humaine dans mes études de chiropratique. Je tiens à préciser qu'on a le droit, hein, on peut demander à la fac de médecine de faire nettoyer certains segments du corps et de les récupérer, puisque les personnes ont donné leur corps à la dissection humaine. Donc ça, c'est une vertèbre lombaire. La vertèbre lombaire, comme toute vertèbre, trois parties. Le corps vertébral, c'est le gros bloc qui est devant, avec le disque au-dessus, le disque en dessous qu'on ne voit pas ici, donc qui sont les disques intervertébraux. La partie arrière, avec les apophyses articulaires postérieures, la pointe ici qui est l'apophyse épineuse, et puis je vais mettre comme ça ici les apophyses transverses. Et la jonction, on verra mieux comme ça justement, ce qui fait la jonction ici entre le corps vertébral. Quoi, dis-moi? Un tout petit peu vers la gauche. Genre, en fait, là, voilà. Donc, ouais, voilà, parfait, on est bien là. Là, on est bien là. Donc, la jonction entre le corps vertébral ici, l'arrière de la vertèbre, là, la jonction que je tiens, c'est ça l'isthme. Okay, les deux isthmes. Okay, lise isthmique, ça veut dire qu'il y a une fracture de ça. Alors, elle peut être complète ou incomplète. La plupart du temps, les lises isthmiques sont incomplètes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est avancé, ça a été étiré. Il y a eu ce qu'on appelle un spondylolisthésis, la vertèbre a glissé vers l'avant, elle s'est déformée. Cette partie-là s'est allongée. Donc, la plupart du temps, c'est incomplet et parfois la lise est complète, c'est-à-dire que ça s'est vraiment détaché. Donc, effectivement, ça veut dire que c'est bien abîmé. Donc, il faut effectivement absolument compenser par du muscle cette zone-là. Il faut renforcer par du muscle. Dans certains cas, quand c'est trop avancé, il faut opérer, il faut faire une opération pour aller, en gros, mettre une petite vis et tenir tout ça. Mais quand ce n'est pas à un stade trop évolué, eh bien, il faut renforcer les muscles autour pour que ces muscles tiennent, fassent une sorte de carcan pour tenir ça. Du coup, pour faire des étirements là-dessus, il faut toujours se méfier un petit peu. S'il y a une lise isthmique, surtout s'il y en a une qui est complète, si j'ai bien compris, il ne faut quand même pas y aller trop fort. Donc, on peut éventuellement faire un petit peu le chat, hein, donc sur le ventre, imiter le chat qui s'étire pour étirer un petit peu cette zone-là, pour décongestionner un petit peu, puisqu'évidemment, il doit y avoir une inflammation un peu chronique dans tout ça, donc décongestionner tout ça un petit peu, s'étirer un peu comme le chat, toujours très lentement, sans à-coups. On peut tout simplement aussi se mettre debout avec les jambes tendues et se pencher un petit peu vers l'avant et tendre les doigts vers le sol, toujours très lentement, c'est hyper important, et progressivement essayer de se rapprocher un petit peu du sol, de tendre les doigts vers le sol.
pour arrondir le dos et bien étirer tout ça. Les étirements latéraux, même chose. On peut se mettre on peut faire des mouvements comme ça sur les côtés en se penchant très calmement toujours, en allant chercher sur les côtés pour étirer un petit peu. Et puis alors, étirement en rotation. Alors là, tout de suite, danger, rotation, c'est là que la vertèbre peut le plus souffrir. Donc vraiment à faire très calmement. Pas debout, parce que debout, si on fait comme ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, vu qu'on est trop actif, on doit tenir la colonne, les muscles sont trop spastiques, sont contractés pour tenir la colonne, ça va trop forcer. Donc plutôt allongé sur le dos, et comme on le fait, comme tu me fais faire souvent en fin de séance, Morgane, mettre les genoux d'un côté, et puis aller chercher un tout petit peu avec les épaules dans l'autre sens, mais très très calmement. Voilà, d'un côté et de l'autre. Et puis, surtout, garder une bonne musculature de cette zone-là pour tenir la zone. Et puis, finalement, renforcer cette zone-là, qu'est-ce qui est le mieux? C'est tout ce qui est en gainage, en isométrique, sans bouger. Donc, ça, tu pourrais mieux le décrire que moi, Morgane. C'est la planche, des trucs comme ça. Pour un exercice qui est un peu moins violent que la planche, pour les patients chez qui c'est un peu costaud, c'est ce que moi j'appelle l'exercice main-genou. Ça porte mal son nom d'ailleurs parce qu'on ne pose pas les mains sur les genoux, on les pose sur les cuisses. Et en fait, on se grandit comme ça en appuyant avec les mains sur les cuisses et on tire la colonne vers le haut et on contracte un petit peu tout ça. Voilà. En appuyant, on reste droit. Donc, tout est obligé de se gainer. Ça, c'est un bon moyen de renforcer un peu tout ça sans se faire mal. Ça, tu le fais en position assise? Ouais. Ouais, pas allongé sur le dos, mais assis. Ouais, assis en escalier. Assis en escalier, ce que j'appelle un escalier, c'est les jambes, donc les tibias verticaux, les cuisses horizontales, le dos vertical. Donc, tac, tac, tac. Yes. Et comme ça, et comme au tai chi, là, ça va plaire aux Chinois, Pai Hui, le fil accroché à la tête, on remonte un petit peu vers le ciel. Comme ça, la tête remonte en restant droite et on appuie avec les mains. Et quand on fait ça, on sent que les abdos, les érecteurs spinaires, donc les dorsaux et tout ça se contractent. Et ça, c'est un bon moyen. Mais par contre, pour revenir sur la personne qui a une lysie smique, dès qu'on a mal, on arrête. Alors, si ça tire un petit peu, si c'est un peu désagréable, ça va. Mais dès que vraiment, à un moment donné, il y a une petite alerte, il faut arrêter. C'est que c'est pas bon. Alors, moi, du coup, je vais rebondir là-dessus parce que, par exemple, un bas du dos qui a de l'arthrose ou qui est douloureux, est-ce que cet étirement en rotation, tu le déconseillerais complètement? Donc, l'étirement que je te fais faire en fin de séance, les deux genoux relevés, quand tu as est-ce que c'est un mauvais ou ça dépend? Non, c'est toujours un peu une question. C'est toujours un peu une question d'intensité du problème, de mesure du problème. Non, honnêtement, il faut quand même que ce soit une arthrose très très avancée pour moi pour que ce soit gênant. Mais par contre, à la condition sine qua non, obligatoire vraiment que ce soit fait lentement. C'est vraiment ce genre de truc. Moi, je dis toujours à mes patients, si vous faites un mouvement lentement, même mauvais, si vous le faites très lentement, ça passe. Ça passera. Les muscles auront le temps de se contracter de façon adéquate à ce que vous leur demandez. Vous ne pourrez pas vous faire mal. Pourquoi on se fait mal quand on met la valise dans le coffre de la voiture? Parce qu'on est speed, on veut partir en vacances. Ah, on est pressé, il y a le chien qui aboie, il y a les gamins qui hurlent. Donc, c'est du vécu. On met la valise rapidement dans le coffre. Là, on se coince. Si on prend la valise, qu'on se met face à la valise, qu'on la prend calmement comme ça, elle pèse le même poids, elle peut même être plus lourde que le premier exemple, et qu'on la pose calmement comme ça, on ne peut pas se faire mal. Parce qu'on fait le mouvement réfléchi, on laisse le temps au corps de s'habituer à ce qu'on lui demande. Donc là, c'est pareil. Si tu fais cet étirement-là, si tu le fais tout doucement, même si la zone est très arthrosée, tu peux quasiment pas faire de problème. Après, évidemment, sur quelqu'un de 85 ans, avec des muscles affaiblis, des tendons affaiblis, il faut quand même limiter l'amplitude. Il faut vraiment le faire léger quand même. Voilà. Ouais. Alors, bonjour. En parlant de sciatique, conseil pour qui souffre de maladie de Scheuermann, dit quelque chose? Ouais, Scheuermann. Alors, maladie de Scheuermann, c'est un bien grand nom, maladie de Scheuermann. Ça ne devrait pas s'appeler comme ça. Ça fait peur, alors qu'en fait, ce n'est pas une maladie. L'autre nom de la maladie de Scheuermann, c'est l'épiphysite de croissance. L'épiphysite de croissance, c'est justement, je vais reprendre ma petite vertèbre. Alors, c'est surtout sur les dorsales, la maladie de Scheuermann. Donc, les vertèbres dorsales, c'est les vertèbres thoraciques qui sont entre les lombaires qui sont en bas et les cervicales qui sont en haut. Donc, les vertèbres du thorax. Donc, ça, c'est une lombaire, ce n'est pas une thoracique, mais on va montrer quand même.
L'épiphyse de croissance, c'est quoi? Vincent, Ouais, plus donc, comme ça. elle est au milieu de ton écran. Je sais pas où, je sais pas comment est fait ton écran. Donc là, en fait, tu pars à droite. Donc là, on la voit plus. Bien à gauche, encore. Là, tu es pile au milieu de l'écran. D'accord. Voilà. Ah, oui, d'accord. Ouais, c'est vraiment parce que la caméra est là, en fait. Yes. Comme c'est un iPad, la caméra est pas loin. Ah oui, d'accord. Okay. Bah là, en fait, là, tu es au centre. C'est parfait. Ok, nickel. Donc, c'est cette partie-là, au-dessus et en dessous de la vertèbre, qui a tendance, quand il y a des petits bouts qui partent, quand la croissance, ça porte son nom comme il faut, épiphyse de croissance, c'est quand il y a une croissance qui souvent est un petit peu accélérée, au moment de l'adolescence ou autre. Cette zone-là, qui est la zone qui pousse, pousse suffisamment fortement pour qu'elle ait tendance à s'enflammer un petit peu. Du coup, la jonction entre le corps vertébral et le disque qui est au-dessus, qui devrait être là, et donc fait de l'épiphysite, de l'inflammation de l'épiphyse. Et cette épiphyse va faire que du coup, cette épiphysite va faire que le plateau vertébral va être un petit peu abîmé par cette inflammation un peu persistante. Et donc, du fait de cette petite altération du plateau vertébral, le plateau vertébral c'est ça, hein, c'est la partie supérieure ou inférieure du corps vertébral, et bien comme c'est abîmé par cette inflammation persistante, et bien ça fait des douleurs de la zone et qui ne sont pas très faciles à faire partir parce que c'est vraiment lié à la croissance du patient. Donc, ce qu'on peut faire là-dessus, généralement, toujours pareil, comme très souvent, c'est que cette épiphysie de croissance entraîne en fait, du fait de cette inflammation dans cette zone-là, une petite congestion de la zone intervertébrale, donc une perte de mouvement. Donc, quand je dis congestion, voilà, c'est de l'inflammation. Cette perte de mouvement fait qu'il finit par y avoir un blocage. Et donc, tout simplement, généralement, en débloquant, en assouplissant la vertèbre, eh bien, dans l'autre sens, on remonte au problème, on diminue cette inflammation, parce que c'est évidemment un cercle vicieux, on diminue cette inflammation de l'épiphyse de croissance. Maintenant, voilà, bien souvent, quand c'est au moment de la croissance de l'enfant ou de l'adolescent, ça fait du bien, mais le processus, quand on a un petit peu mal au dos, que ça pousse d'un coup, on va le limiter, plus qu'on va vraiment le faire disparaître. Il faut attendre que la croissance soit terminée. Par contre, quand il y a ce qu'on appelle des séquelles d'épiphysite de croissance, donc ce qui reste, bien que ce soit terminé depuis un moment, et bien là, effectivement, bien souvent, manipuler, ajuster est très efficace là-dessus, parce que c'est vraiment, comme très souvent, une conséquence de l'origine, et donc en traitant la conséquence, finalement, on revient sur l'origine et on règle un petit peu le souci. Ouais, c'est marrant parce que c'est souvent ça, hein, le manque de mouvement est pire que l'immobilisme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vraiment le corps est fait pour bouger et que le mouvement est presque toujours la solution à tout. Quand les gens ont vraiment mal quelque chose au dos ou quoi, le fait de bouger derrière, ça aide quand même à la guérison. Ce n'était pas le cas avant. On disait, ouais, reste 3 jours allongé quand tu as mal au dos. Et en fait, finalement, c'est plus essayer de rebouger, de remobiliser les choses. Et ce que tu dis en général, c'est que le problème, c'est quand les choses arrêtent de bouger. C'est vachement intéressant. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Alors, d'ailleurs, ce que tu dis là, c'est aussi en grande partie lié au problème de l'inflammation. Parce que quasi systématiquement, en gros, dès qu'il y a douleur, il y a inflammation. Et quand c'est un problème mécanique, il y a inflammation. Et alors, c'est tout le paradoxe. C'est qu'effectivement, on ne dit plus comme avant, on a fini par comprendre qu'il ne fallait pas rester immobile. Il faut plutôt, au contraire, faire bouger tout ça pour drainer l'inflammation. Mais, et c'est toujours pareil, la dose fait le poison, trop bouger ne sera pas bon non plus. Si tu es en limbago et que tu es comme ça, et que tu te dis, allez, je vais courir, je vais faire mes 45 minutes de course, non, tu vas être sûr que tu vas être plié en deux, tu ne pourras plus sortir de ton lit en revenant de la course. Voire tu vas faire le limbago aigu, et tu vas tomber au sol et tu ne pourras plus rentrer chez toi. Il va falloir qu'on te ramène chez toi à 4 pattes. Donc, il faut trouver le juste milieu. Trop bouger quand tu es en inflammation, ce ne sera pas bon parce que tu vas surenflammer. Mais pas assez bouger, ce n'est pas bon non plus parce que là, tu augmentes le blocage. Donc, il faut essayer de délier tout ça. Et c'est aussi lié à cette... Alors moi, j'appelle ça le caractère double de l'inflammation. C'est que l'inflammation, comme son nom l'indique, c'est un processus de chaleur. Donc, ça surchauffe. Donc, il ne faut pas faire chauffer encore plus de trop. Mais dans l'inflammation, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a obligatoirement, systématiquement, l'œdème, donc le gonflement, la congestion. Qui dit inflammation dit forcément œdème. Donc, cet œdème, lui, c'est si on ne bouge pas du tout que ça, qui va faire qu'augmenter, voilà, que cette congestion va ne faire que stagner, cette ankylose va augmenter. Donc, il faut bouger un petit peu quand même pour drainer cet œdème, pour le limiter.
et pour délier un petit peu tout ça, mais pas trop non plus pour ne pas surenflammer tout ça. Donc il faut trouver le juste milieu. Et ça, voilà, ça fait 21 ans que je dis ça à mes patients. Il ne faut pas rester devant son ordi pendant 3 heures, 4 heures d'affilée. Il faut au moins toutes les heures bouger pendant se lever et bouger vraiment pendant 1 minute pour délier tout ça. Et moi, j'aurais plutôt même tendance à dire au moins toutes les demi-heures. Et là, on revient à ce que tu disais, il faut la nécessité d'un minimum de sport, d'un minimum de mobilité par jour. L'OMS parle d'au moins 30 minutes de marche par jour. Mais dans l'autre sens, c'est pas bon non plus de courir. Enfin, bon, après, là, je vais me mettre, déjà comme dans mon cabinet, je vais mettre tous les marathoniens et les trailers, tous ceux qui font des ultra-trails à dos. C'est pas bon non plus de tirer à ce point sur la corde parce que là, ça surenflamme, ça suroxyde et ça finit par poser d'autres problèmes et par accélérer le vieillissement de la zone. Donc ça, c'est pas bon non plus. Donc toujours un juste milieu. C'est ça, tout est une question de dose et la réponse à tout quasiment, c'est ça dépend. Ça dépend de. Ouais, c'est vrai que malheureusement, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Mais quand même, ce qui est vrai, c'est que on a dit à une époque, oh là là, vous avez un limbago, restez chez vous, restez allongé. Non, surtout pas. Si tu restes allongé, tu pourras plus sortir de ton lit parce que l'œdème inflammatoire n'aura fait qu'augmenter et ce serait une catastrophe. Donc, il faut essayer de marcher, il faut essayer de faire bouger les choses. Alors, un petit cas ici. Bonjour, forte douleur dans la fesse lors d'appui sur jambe, donc sur jambe au pluriel ou assis. Conseil, donc ça a l'air d'être une jolie petite sciatique, non? Alors, toujours forte pareil, douleur. Soit sciatique, soit pseudo-sciatique ou fausse sciatique. La sciatique, c'est donc on devrait dire d'ailleurs sciatalgie, c'est l'inflammation du nerf sciatique qui part donc des basses lombaires et du sacrum et qui va jusqu'en bas, à l'arrière de la jambe. Si c'est sur l'avant de la jambe, c'est la creuvalgie, c'est le nerf crural sur l'avant de la cuisse. Ça peut être une pseudo-sciatique qui vient de la sacroiliaque. Et c'est finalement plus fréquent que les sciatiques. Donc si la sacroiliaque est une articulation qui est, comme son nom l'indique, entre le sacrum et l'ilium, qui est donc le sacrum, c'est en dessous de la colonne vertébrale, l'ilium. Ilium, c'est aile en latin, ça veut dire l'aile du bassin. L'articulation qui est entre les deux se coince. Ça peut très rapidement faire une douleur qui justement mime une sciatique courte en fait. C'est pour ça qu'on parle de fausse sciatique. Alors par contre, la particularité de la pseudo-sciatique, c'est qu'elle ne dépassera pas le genou. Donc elle peut faire fesse, cuisse, mais pas plus bas. Et elle peut même d'ailleurs, cette sacroiliaque, quand elle coince, elle peut faire des pseudo-cruralgies. Donc elle peut aussi faire une douleur devant. Mais très certainement, oui, ça ressemble à une sciatique et une pseudo-sciatique. Ça pourrait être une sciatique à un syndrome pyramidal, c'est-à-dire un syndrome du pyramidal, pardon, c'est pas la même chose. Syndrome du piriforme, l'autre nom du muscle, c'est très rare, enfin, c'est pas très rare, mais c'est plus rare. S'il y a un problème sur le muscle pyramidal qui est au milieu de la fesse, ça génère une sciatique. Dans tous les cas, c'est du mécanique, et donc ça peut être un traitement tout à fait chiro, ou ostéo, bien entendu, ou éthiopathe, voilà. Voilà, il y a plein de solutions, mais bon, donc en gros, l'idée parce que ça, généralement, tout ça, c'est dû à de la compression, c'est ça, de nerfs, à chaque fois? Alors, pas forcément, justement. La sciatique, ce sera une inflammation du nerf, pas forcément une compression. La compression, en fait, souvent, les gens disent le nerf est pincé. Non, c'est très rare que le nerf soit pincé. Quand il est pincé, c'est vraiment, par exemple, qu'il y a une hernie discale ou un bec de perroquet, un ostéophyte qui appuie dessus. Et là, généralement, ça existe, hein, mais c'est des sciatiques justement paralysantes, c'est atroce, voire qui peuvent vraiment mal finir par une opération. Ou, voilà, ça peut aller loin. Donc là, le plus souvent, c'est le nerf qui est enflammé simplement. C'est cette inflammation qui se transmet au nerf, ça peut faire très très mal aussi, et cette inflammation qui descend le long du nerf. Dans la pseudo-sciatique, c'est le blocage de l'articulation, c'est cette inflammation qui se transmet au muscle dans la zone, et c'est pour ça que ça peut descendre assez loin. Aux nerfs en partie aussi, parce que de toute façon, si on le sent, c'est que les nerfs sont là, hein, ce qui permet qu'on ait mal, c'est les nerfs. Mais il n'y a pas cette névralgie sur la racine nerveuse ou le tronc nerveux comme il peut y avoir, le tronc radiculaire comme il peut y avoir sur la sciatique. Donc la plupart du temps, l'écrasante majorité du temps, c'est l'inflammation qui se transmet sur le nerf, qui se transmet au nerf. Quand vraiment il y a pincement ou écrasement du nerf, là c'est un stade au-dessus. C'est ce que je disais, c'est hernie discale ou ostéophyte, ça c'est quand il y a une arthrose très forte, donc les os finissent par faire une néoformation osseuse, donc des petits becs de perroquet, des petites formations qui appuient sur le nerf. Et alors là, les douleurs sont vraiment, voire les symptômes peuvent être des pertes de sensation, des endormissements, voire des pertes de motricité de la zone. C'est pour ça qu'on parle de sciatique paralysante, on n'arrive plus à lever les pieds par exemple. Et là,
honnêtement, en chiropratique, ça devient difficile à traiter. C'est pas impossible, tout dépend après du. S'il faut voir sur une IRM, par exemple, le degré de compression, si c'est une hernie discale sur la racine nerveuse, mais c'est voilà, pas toujours récupérable. Et à ce moment-là, le stade suivant, c'est infiltration chez le médecin. On va carrément injecter la cortisone dessus, ou si vraiment la compression est trop forte, on va aller opérer pour décomprimer la racine nerveuse. Waouh, ok, d'accord. Ouais, ok, mais parce que moi je pensais que les sciatiques c'était généralement dû à un petit disque qui poussait, qui pinçait, en fait, bah non, quoi. Non, Ça, c'est l'inflammation. Ce qui va faire ça, c'est ce qu'il y a entre les deux, c'est l'inflammation de la zone qui se transmet au nerf. ah, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, ça. Next question. Tendinite, point d'exclamation. Attention, hein. Cause, traitement, prévention, point d'interrogation. Cause, la plupart du temps, c'est quand on a sur-sollicité le tendon. Alors, soit parce qu'on a vraiment fait un effort auquel il n'est pas habitué et il a souffert, donc on l'a trop répété, soit que ça peut être aussi traumatique. On peut avoir des tendinites post-traumatiques, c'est-à-dire pas quelque chose de répété, mais à un moment donné, vraiment, le tendon a été beaucoup trop fortement tiré ou écrasé et l'inflammation apparaît, la tendinite apparaît et s'installe. Le problème de la tendinite, c'est comme je le dis à mes patients, c'est que le tendon, c'est vraiment les fibres musculaires qui se compactent de façon très très dense pour aller s'attacher sur l'os. Donc c'est extrêmement compact. Donc quand une inflammation apparaît à l'intérieur de cette zone, c'est tellement impacté, tellement compacté que la tendinite, l'inflammation a énormément de mal à partir, à se dissiper. Surtout qu'elle est toujours, la plupart du temps, auto-entretenue parce qu'on continue d'utiliser le muscle et donc l'inflammation ne part pas. Du coup, traitement, là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le MTP, le massage transverse profond, en massant, et ce qui est important dans le MTP, c'est le profond, massage transverse profond. Voilà. Il faut vraiment, comme une éponge pleine d'eau sale, il faut écraser pour arriver à faire sortir toutes ces toxines inflammatoires, tout ce qui est emmagasiné, pour faire sortir tout ça. Alors, ça peut sembler un peu contradictoire parce qu'on génère de l'inflammation en même temps en faisant ça, mais le bénéfice sera quand même supérieur au mal. C'est-à-dire qu'on va certes un peu faire mal, un peu augmenter l'inflammation, mais on permet à la zone, après il y a plein de processus parallèles, hein, on ramollit aussi le tendon parce qu'il a tendance à s'indurer quand il se passe ça. Donc on le ramollit en faisant ça, on fait sortir l'inflammation. On traite aussi un petit peu le mal par le mal parce qu'en faisant ça, on oblige le cerveau à envoyer des prostaglandines et plein d'autres choses comme ça pour aller traiter la zone. Donc ça, c'est un peu le traitement, le traitement du fakir, comme j'appelle ça, le tapis de fleurs. Je ne sais pas si certains connaissent. Tapis de fleurs, c'est un tapis avec des fleurs en plastique. Tu t'allonges dessus, ça fait hyper mal, tu as l'impression d'être un fakir sur un lit de clous. Et en fait, en stimulant comme ça, dermatologiquement, la peau, en faisant un petit peu mal, tu envoies des molécules, en fait, des hormones et des neurotransmetteurs de soulagement, et donc tu diminues la douleur. Il y a aussi un petit peu ce processus-là dans le MTP. Et en plus de ça, quasi obligatoirement, toujours pareil, dès lors qu'il y a ce dysfonctionnement du tendon, ça va entraîner localement et souvent même à distance, je pense à l'épaule parce que les tendinites les plus fréquentes, c'est la coiffe des rotateurs, souvent ça va entraîner un blocage de la gléno-humérale, du coude, de l'acromioclaviculaire, des cervicales. Et donc en traitant mécaniquement tout ça, tu rééquilibres le tout et tu aides au traitement. Et en plus, et là c'est le côté vraiment chiro à nouveau, très souvent il y a une connexion entre une vertèbre et l'épaule, correspondant à la zone d'innervation, donc C4, C5, C6, principalement C5, et bien souvent tu vas trouver comme par hasard un blocage à ce niveau-là, tu le débloques et ça envoie une commande de relâchement nerveux sur la zone pour aider à la désinflammation, au traitement de tout ça. Et tout ça mélangé, et bien généralement le patient va mieux. Ouais, c'est vrai que moi j'avais une tendinite, une bursite sous-acromiale, tu m'avais dit, sur l'épaule là, et genre j'avais pris une dizaine d'années à essayer de trouver quelqu'un qui pouvait m'en débarrasser. C'est toi. Ça a été hyper douloureux pendant 1 an, je pense, à peu près, de traitement. Donc au départ c'était 1 fois par semaine, puis 2 semaines, puis 1 mois, puis etc. Petit à petit. Je me rappelle, c'était costaud parce que si je me souviens bien, tu avais de la bursite sous-acromiale, tu avais effectivement une tendinite de l'infra et du supraépineux, tu avais un blocage en plus, que comme c'était là depuis longtemps et qu'en plus tu fais beaucoup de sport, tu étais envenimé dans tous les sens. Donc tu avais un blocage
tu avais l'omoplate qui bougeait pas bien, tu avais un blocage costal, tu avais un syndrome intercostal en dessous. Enfin, c'était un joyeux mélange, quoi. Ah, c'est comme tu dis, c'est ping-pong, quoi. T'as un truc qui fait mal quelque part, puis après, ça, forcément, tu sais, c'est comme tu disais avec le pied, là. C'est-à-dire que si t'as mal au pied, ton genou opposé va compenser, puis après, c'est ta hanche de la même jambe que la cheville qui va récompenser, puis ça va monter dans l'épaule, puis, C'est etc. Donc, si vous avez... la réaction en chaîne ou l'effet domino, c'est-à-dire qu'un truc entraîne l'autre. Et comme on a tous tendance à se dire, oh, ça va passer, on est tous comme ça, on dit, bah, on a l'habitude que le corps fasse tout seul. Et bien finalement, quand c'est un truc un peu gros qu'il n'arrive pas à gérer tout seul, bah, ça s'envenime et il faut tout traiter. Et c'est pour ça qu'en chiro, on a cette approche très globale. C'est pour ça, moi, je parle principalement des vertèbres, mais on fait absolument tout le corps parce que c'est rare qu'un souci soit isolé. Alors, quand il est là depuis peu de temps, il sera isolé. Dès qu'il est là, depuis X semaines, mois, années, bah, il faut tout retaper, il faut remonter tout à la source, petit à petit. Mais d'ailleurs, tu dirais que, par exemple, quelque chose te fait mal, que tu as une gêne quelque part, tu attendrais, parce que j'entends plein de gens dire, ouais, ça fait 2 ans que j'ai, ça fait 1 an et demi, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans que j'ai un souci. Au bout de combien de temps, quand tu as un problème, est-ce que c'est anormal que ça ne n'aille pas? Et quand est-ce qu'il faut aller consulter quand tu as un souci, quoi? En gros, une douleur qui persiste, c'est pas normal. Okay. Alors, c'est toujours pareil, c'est très variable d'un truc à l'autre. Mais moi, je dis généralement à mes patients, en tout cas, par exemple, pour le vertébral, je leur dis, voilà, une douleur qui cède après 3 à 4 jours, c'est une douleur des tissus mous. Exactement comme après une séance un peu costaude, tu vas avoir des courbatures. Après, généralement, 4-5 jours, c'est réglé. Ça peut aller jusqu'à 10 jours, des courbatures de fou malade. Ouais, quand tu arrives, mais par contre, ça, c'est le lendemain, tu marches quasiment pas, quoi. Mais ça, c'est des gros, c'est le gros courbature. Tu peux, dans le lendemain, tu poses ton pied, ta jambe est lâche, enfin, tu t'es flingué les muscles, ça peut durer 7 jours. Mais ça va de mieux en mieux. C'est-à-dire que tu as encore des sensations au bout de 10 jours, mais au bout de 3, 4 jours, 5 jours, ça va quand même beaucoup mieux. Mais ça peut durer très longtemps. Oui, c'est justement, voilà, là, tu mets le doigt sur un point important, c'est que tu sens quand même de toute façon une diminution de la douleur. Si tu n'as pas cette diminution de la douleur, si ça reste plutôt pareil, voilà, 9 fois sur 10, c'est qu'il y a un blocage en dessous. Et plus tu attendras, pire ce sera. Donc, là, on n'est pas obligé d'appeler tout de suite après 4 jours. Mais en gros, si après 1 semaine, 2 semaines maximum, ça n'a quasiment pas bougé ou pas assez, tu peux être sûr qu'il y a sans doute un problème de tissu mou, un problème musculaire, tendineux, ligamentaire, mais qu'en dessous de ça, il y a un blocage mécanique et que ton corps n'arrive pas à décoincer tout seul et donc il faut les faire décoincer par quelqu'un. En gros, je résume, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Et c'est le problème quand on voit les gens après 1 an et demi de douleur, c'est ce que je disais, c'est qu'il faut débroussailler le truc, il y en a dans tous les sens, il y a mais en même temps, moi, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est que c'est une vraie enquête, c'est que tu dois vraiment essayer de tout analyser pour essayer de comprendre d'où vient le problème. Et ce qu'on appelle en chiropratique la majeure, c'est-à-dire le segment clé, le problème clé qui a entraîné tout le reste. Et tu sais que quand tu as trouvé ce segment clé, quasiment ne travailler que ce segment clé, si tu l'as bien identifié, pourra suffire. C'est le principe même de la chiropraxie, c'est de dire, voilà, il va y avoir des blocages secondaires, il va y avoir des tensions musculaires, si tu trouves le point de départ, le point clé, la majeure, si tu la désamorces, si tu la soignes, si tu la rééquilibres, tu la désenclenches, les 3/4 du problème vont être réglés. Voilà. Alors, next question. Un problème de proprioception peut-il créer des problèmes de dos? Je ne comprends pas très bien la question, mais tu as peut-être une meilleure idée que moi là-dessus? Je suppose qu'il doit parler de la proprioception du membre inférieur, c'est-à-dire un mauvais placement des pieds. Par exemple, tu peux avoir ça chez les diabétiques qui font de la neuropathie diabétique ou des choses comme ça où la proprioception est atteinte au niveau des jambes. La proprioception, c'est la perception de son corps dans l'espace. Par exemple, savoir si là, ma tête est penchée, si j'ai les yeux fermés ou si elle est droite ou pas. Ça, c'est la proprioception. Et donc, si on a un défaut de ça, c'est aussi parfois quand on a un problème au niveau du cervelet, eh bien, effectivement, ça peut, oui, ça peut. Si on marche mal, si on marche de façon un peu déséquilibrée, il y a plein de maladies qui jouent sur la proprioception comme ça. Effectivement, forcément, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est comme la jambe trop courte, la différence de longueur de jambe trop importante.
eh ben, il peut y avoir une démarche perturbée permanente et ça, forcément, ça va finir par déglinguer un petit peu, par déséquilibrer le dos et donc à terme, potentiellement, créer des blocages. Oui. Euh, Bah écoute, ouais, ok. Ça me paraît ouais, logique, quoi. Pseudo-sciatique d'un seul côté. Je pense, en fait, le truc, c'est que je crois que quand ils posent des questions, il y a un nombre de lettres, donc ils essaient de contracter leurs questions au maximum. Donc, faut essayer de débroussailler un peu le truc. Voilà, donc pseudo-sciatique d'un seul côté, à mon avis, c'est voilà, j'ai une pseudo-sciatique d'un seul côté, ça doit vouloir dire j'arrive pas à la faire partir. Comment je peux faire, par exemple, à la maison en ce moment, parce que si toi, tu reprends le travail la semaine prochaine, donc si vous avez besoin, enfin, la semaine prochaine, t'es débooké pendant 2 semaines, je crois, c'est ça? Là, bah, la semaine prochaine, il reste encore quelques places parce qu'on vient d'apprendre qu'on pouvait rouvrir la semaine prochaine pour les urgences. Ok. Et sinon, je prends normalement tous les patients à partir du 11 mai. Et là, effectivement, la semaine est blindée. La semaine du 4, il y a encore des places. En attendant ça, et si vous n'êtes pas dans le coin du Chênay, si c'est une vraie pseudo-sciatique avec un vrai blocage de la sacro-iliaque, c'est pas évident à traiter tout seul, mais en gros, il faut essayer de faire ce que je disais tout à l'heure, le mouvement du chat, l'étirement du chat, mobiliser en faisant flexion vers l'avant calmement, flexion latérale sur les côtés très calmement, c'est toujours ce qui est hyper important. Sur les rotations, ça c'est obligatoirement allongé sur le dos pour être vraiment le plus passif possible et y aller très lentement et espérer que ça désamorce, ça désenclenche un petit peu la sacro-iliaque. Mais si c'est un peu costaud, ça suffira sans doute pas. Mais ça peut calmer le jeu, ça peut permettre de calmer le jeu un petit peu quand même. Ouais, alors je ne sais pas trop où ils en sont là sur le Covid-19, etc. Et sur l'idée des anti-inflammatoires, tu sais, que tu peux acheter en pharmacie là. Tu sais, ils disaient que ça pouvait provoquer des gros effets secondaires si tu étais non symptomatique de Covid-19. Le souci, c'est que, en fait, de manière générale, ça, souvent les gens ne savent pas, et même certains thérapeutes, j'ai rien dit, les anti-inflammatoires, ça diminue l'inflammation, mais voir que l'inflammation, au départ, c'est une réaction du corps pour se protéger. Alors, le souci, souvent, c'est qu'elle est trop forte, cette réaction. C'est que le corps fait cette inflammation pour aider toutes les défenses immunitaires et les réactions de cicatrisation et tout ça quand il y a un souci, mais ça fait mal. Et bon, ben voilà. Le souci, c'est qu'on veut réduire cette inflammation. Parfois, c'est nécessaire parce qu'on a vraiment trop mal. Mais il faut savoir que dès qu'on fait ça, on réduit un petit peu, potentiellement, la capacité du corps à se guérir. Surtout quand il y a une infection. Quand il y a une infection, n'importe quelle infection, qu'elle soit bactérienne ou virale, on réduit la réponse immunitaire du corps avec l'anti-inflammatoire, et particulièrement avec le Covid, avec le coronavirus. Donc, danger à prendre des anti-inflammatoires, et surtout des anti-inflammatoires stéroïdiens, quand il y a de la cortisone dedans, Cortensil, Solupred, voilà, tous ces trucs-là, parce que là, vraiment, vous risquez de faire s'emballer l'infection. Donc, c'est tout le souci, c'est qu'en ce moment, il faut faire encore plus gaffe du fait de cette cochonnerie qui traîne là, pour rester poli, qui est d'une contagiosité absolument inouïe. Faut vraiment faut vraiment essayer de se passer d'anti-inflammatoire. Donc moi, ce que j'ai dit à mes patients qui m'ont appelé là pendant les 2 mois en disant au secours, quand est-ce que vous reprenez, j'ai mal, c'est de vraiment plutôt prendre des antidouleurs au départ, donc des analgésiques, donc paracétamol, aspirine. Et si ça suffit pas, essayez de prendre des anti-inflammatoires, mais surtout pas stéroïdiens. De toute façon, ça c'est sur ordonnance, donc pas d'automédication. Et vraiment essayer de s'en passer le plus possible, quoi. Donc Voltaren, des trucs comme ça, mais plutôt léger, quoi. C'est vraiment important. Voilà. Alors, ensuite, bonjour, un remède pour éviter les périostites. Et ça, ouais, donc ça, c'est constaté. Ouais. Donc, alors Patouf 974, j'ai fait une vidéo sur le sujet, sur que ça peut venir au départ d'un problème technique de course à pied. En fait, le talon qui tape, ça claque. Je crois que c'est le tibialis, c'est ça, antérieur ou je sais pas quoi, qui vient tirer sur le tibia à chaque fois que le pied claque au sol. Donc en fait, quand tu cours, tu contractes ton tibialis, tu poses le talon au sol et ça fait un étirement violent pendant que le muscle est contracté. Et ça vient tirer sur le tendon qui est sur le tibia et c'est ça qui fait l'arrachage du périos, quoi. L'arrachement du périos et donc du coup la périostite. Donc corrige ta technique, j'ai fait une vidéo sur le sujet si c'est ça. Par contre, ça c'est pour éviter qu'elle n'apparaisse.
mais quand elle est là, je ne sais pas si toi, tu as des recommandations. Alors, honnêtement, la périostite, qui est donc, pour définir ce que c'est toujours it, hein, c'est le suffixe de l'inflammation. Donc, périostite, c'est l'inflammation du périoste. Le périoste, j'adore l'étymologie. Le périoste, c'est ce qu'il y a autour de l'os, périoste. Donc, c'est la couche supérieure et la couche superficielle de l'os. Donc, la couche externe de l'os, qui au niveau du tibia est sous-cutanée, hein, on le sent directement, l'os. Sur la partie externe du tibia, non. Et sur la partie interne, oui, on le sent. Eh bien, ça va s'enflammer si on court mal, comme tu l'as dit, ou si on court trop, tout simplement. Si on court trop. Après, et donc moi, souvent, je me bats contre mes patients parce que je suis un peu anti-course, ou en tout cas, pas autant que les gens le font comme des dingues. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les marathoniens, les trailers, à chaque fois, moi, je m'arrache les cheveux parce que c'est évidemment beaucoup trop pour le corps, et notamment pour les tibias et les périostes tibiaux. Donc moi, je conseille toujours de courir, de faire plusieurs sessions par semaine plus courtes plutôt qu'une de 2 heures. Et voilà. Et pour le traitement, pas évident de traiter la périostite, mais en gros, essayer de masser un petit peu le périoste pour essayer de dissiper un petit peu l'inflammation. Relâcher également le tibialis, comme tu dis, le tibialis antérieur, le muscle tibial, pour essayer de diminuer cette... et les tendons dans cette zone-là, et les ligaments aussi, pour essayer de diminuer l'inflammation de tout ça et les tensions. Et puis toujours pareil, relâcher les articulations proximales de tout ça. Donc l'articulation inférieure du tibia avec la cheville, donc la talotibiale, l'articulation supérieure, la fémorotibiale, relâcher le péroné aussi, souvent c'est utile, c'est très utile là-dessus. Et tout ça mélangé, comme souvent, ça peut bien fonctionner. Mais toujours en passant par quand même obligatoirement la phase pause, arrêt de courir ou de ce qui a déclenché le périostite. Parce que là, l'inflammation étant tellement présente, et c'est un peu comme la tendinite, elle est tellement incrustée dans l'os que pour que ça parte, il faut quand même calmer le jeu quoi qu'il arrive. Ouais, de toute façon, je pense que la périostite, si tu l'as, je pense qu'il faut bien 1 mois ou 2 mois de pause de papier minimum. Moi je dis toujours, je dis toujours ouais. au moins 2 semaines, et puis après à faire évoluer si ça part toujours pas. Ouais, parce que donc tu fais genre 2 semaines, 1 mois de pause complète, donc tu peux faire des squats, des choses comme ça pose aucun problème, et la course à pied, ça reviendra, c'est pas un gros souci. Mais pendant ce moment-là, il faut aussi corriger sa technique de course. C'est-à-dire que les gens ont tendance à attaquer talon d'abord, et ça provoque ce problème de claquage. Il y a des gens qui n'ont aucun problème avec ça parce qu'ils n'attaquent pas vraiment talon, ils attaquent plat du pied au sol. Et ça, c'est moins grave. Il vaut mieux attaquer légèrement pointe de pied, puis amorti avec parce que tu sais, la voûte plantaire sert à ça aussi, à amortir le choc avant. Et l'idée, c'est pas de courir sur la pointe de pied non plus, parce que ça, c'est un coup à se faire du plantar fascia, je sais pas, tu sais, les tendinites de la voûte plantaire, et ça, c'est une horreur aussi à faire partir. Ouais, ça c'est horrible parce que ça pique. J'avais commencé à en faire une à un moment parce que j'avais commencé à courir tu sais, avec les chaussures avec les doigts là. Tu sais, je sais pas si tu vois, on dirait des gants, mais pour les pieds. Pour gripper là. Et les premières fois que tu utilises ça, tu as l'impression de voler sur le sol, c'est super sympa, mais c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il y a une dose à tout. Et j'avais commencé à faire un petit peu mal sur la voûte plantaire. Et j'ai voulu utiliser des balles en liège et de rouler sous le pied. Et je pense que ça a empiré les choses. Je ne sais pas pourquoi nécessairement, mais je pense que le fait d'appuyer sur ma voûte plantaire, donc voilà, j'ai fait une pause de ça pendant un long moment et ça s'est vraiment calmé. Mais il faut faire attention à toute une histoire de dose. Dès qu'on commence quelque chose de plus intense, il faut tout de suite y aller très doucement. C'est-à-dire que moi, faire 2 minutes de sport, il vaut mieux commencer par 2 minutes de sport 2 fois par semaine plutôt que d'attaquer direct des séances de 40 minutes, se blesser et dire ouais, le sport, de toute façon, c'est pas pour moi. C'est une histoire de dose. Si vous faites pas de sport pendant 10 ans, c'est comme, j'imagine que, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'autres questions. Il y a des questions genre, j'ai beaucoup fumé de cannabis 20 ans et j'ai 41 ans. C'est pas vraiment une question, je ne sais pas pourquoi on me pose ça. Et est-ce qu'est une cure de muscu? Je ne sais pas ce que viennent faire ces questions-là. C'est un podcast avec un chiropracteur. Donc, je pense qu'on va. Je pourrais pas ceci dit, mais bon. Vas-y, oui, de toute façon, pour moi, le THC, donc, qui est le tétrahydrocannabidiol, un truc comme ça, c'est la substance active du cannabis. Ça a surtout une action sur le ralentissement de l'influx nerveux, alors d'une zone très spécifique du cerveau,
dont je ne me souviens plus, je l'avoue, qui fait en gros, voilà, que ça va te boulifier et puis te désinitiativer aussi un petit peu. Hein. C'est un peu le problème du THC au long terme, c'est qu'on n'a plus envie de rien faire. Et voilà, et parfois, du coup, on fait rien de sa vie, donc il faut faire gaffe. Même si au moins moi-même, c'est très sympa, et c'est bien moins pire, évidemment, que plein d'autres drogues. Donc celle-ci, quand même, elle me paraît pas si catastrophique que ça. Mais bon, c'est comme tout, c'est le poison qui fait la dose, donc il ne faut pas en prendre trop et trop souvent. Maintenant, les suites au long terme sur la santé, c'est une bonne question. Je ne sais pas si ça joue sur l'influx, sur les motoneurones. Peut-être qu'il y a une action sur du coup l'influx nerveux jusqu'aux muscles. Tu sais quelque chose là-dessus, toi, Morgane? J'avoue que je ne sais pas ça. Pour moi, le CBD, l'huile de CBD, je trouve ça pas mal en termes de détente, de déstressage, pour se déstresser. Et je crois que c'est une action anti-inflammatoire. Il faudrait que je regarde plus en détail les études. Je suis pas certain. J'ai pas envie de dire des bêtises. Mais moi, je sais que quand les magasins sont sortis là, justement, j'en avais acheté un peu des fioles là. Et de temps en temps, quand je suis un peu stressé, juste une ou deux gouttes comme ça, tranquille, tu le sens pas tout de suite, 1 heure et demie après, tout d'un coup, t'es pas endormi, mais tranquille, quoi. Et c'est vraiment pas mal pour essayer de se déstresser un peu. Parfois, on est un peu tendu, même physiquement, parce que la tête est pleine, et ça permet vraiment de se relâcher un petit peu. Donc là, j'ai pas encore regardé les études sur le sujet, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais personnellement, donc sur étude N égale 1, avec un seul. Genre, moi, de temps en temps, j'aime bien me prendre 2-3 gouttes comme ça de CBD quand il y a trop de choses qui se passent en même temps, parce que là, entre TikTok, répondre aux questions, Instagram, répondre aux questions, essayer de créer un podcast, essayer de mettre des vidéos YouTube, créer les vidéos TikTok, faire mes séances à distance avec les clients que j'ai sur Lyon, faire mes séances, machin, voilà, les gens qui changent les emplois du temps, gérer les différents trucs. Il y a un moment, ça chauffe un peu les oreilles. Et donc, ouais, de temps en temps, ça fait du bien, parce que tout est virtuel en plus là. Parce que quand je suis en face à face avec des gens, ça va. Mais là, tout est virtuel, et donc c'est très, très, très dans la tête en ce moment. Rien n'est tangible ni réel, et donc moi, j'ai un peu de mal avec ça. Et même les séances de les écrans, c'est pas pareil que quand tu as la personne, que tu as l'échange humain et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et parfois, quand il y a des soucis comme ça en vidéo, ça me stresse plus que quand je suis en vrai. Parce qu'en vrai, je peux voir et remédier tout de suite. Et quand il y a 4-5 répétitions qui ne sont pas bien faites, mais je ne le vois pas parce que sur l'écran, il y a l'angle qui est mauvais, et que la personne me fait aïe, moi, je déteste quand ça arrive. Et c'est arrivé une fois ou deux là récemment. Et je vois les limites en fait, de l'écran et des choses à distance. T'es pas en 3D, hein. Ouais, et je suis limite plus stressé quand je vais faire des séances à distance que quand je les fais en vrai, parce qu'il y a un facteur que je maîtrise moins bien que quand je suis en réel. Enfin voilà, et donc le CBD pour déstresser, parce que bon, le stress en fait, on se dit le stress c'est du stress, mais en fait c'est chimique aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des substances qui passent dans ton corps, donc ton cerveau lui envoie un signal parce qu'il a reçu, il a observé quelque chose à l'extérieur, ou alors il y a des pensées qui sont dans ta tête. Ça envoie des signaux à tes organes surrénales ou je ne sais pas, ça dépend de ce que tu ressens. Mais ça produit des substances chimiques qui baladent ensuite dans ton corps, qui vont sur des récepteurs et qui créent des réactions. Et donc, arriver à réduire son stress, ça réduit également ces substances qui sont dans ton corps et qui ont un effet. Et donc, je pense que le fait de réduire son stress, même mental, ça permet aussi d'avoir ensuite un effet physiologique, même des décontractions musculaires, qui n'est pas négligeable. Donc, je pense qu'un peu de CBD, ça peut être sympa de temps en temps. Un petit coup de pouce de temps en temps. Ouais, c'est ça. Question, j'ai une hernie discale, chiropraxie utile ou pas? Tout dépend du degré, toujours pareil, hein, tout dépend du degré de la hernie discale. En gros, pour simplifier, il y a 5 degrés de hernie discale. En gros, là encore, les avis divers, il y a différentes nomenclatures, mais pour moi, celle qui est la plus pertinente, c'est selon ces 5 degrés. On va parler du débord discal, tout premier, oui, c'est ça, débord circonférentiel. Juste, ça déborde un tout petit peu, le disque déborde un peu. La saillie ou la protrusion discale, c'est déjà un petit peu plus sorti. La hernie discale proprement dite, et d'ailleurs, saillie discale, ce sera plutôt pour ce terme-là qu'on va l'utiliser. Donc, hernie discale. Donc, débord, protrusion, hernie discale, généralement, on peut encore très très bien travailler là-dessus. On a même, la plupart du temps, d'excellents résultats. Le stade 4 et 5, là, ça se complique déjà un peu plus. La hernie discale extrudée, ça veut dire que là, la partie du disque
qui est sorti est plus large que la partie qui la rattache au disque. C'est-à-dire qu'en gros, le disque était comme ça au départ, ça a fait ça, et donc il y a une boule, et donc un tout petit truc qui rattache au disque et ça fait ça. Là, c'est vraiment pas bon parce que du coup, il y a un vrai risque que ce petit morceau se détache et comprime de façon vraiment dangereuse, soit une racine nerveuse, soit la moelle épinière carrément. Donc là, c'est très dangereux. Enfin, c'est dangereux. Et le cinquième stade, qui est déjà vraiment là le plus embêtant, c'est la hernie discale migrée. C'est quand là, ce petit bout s'est détaché, que ça migre et que ça vient appuyer directement, soit sur, comme je le disais, soit sur une racine nerveuse qui part latéralement, soit sur la moelle épinière au centre. Ces deux derniers stades sont heureusement rarissimes. 90% des patients qui existent avec une hernie discale sont l'un de ces trois premiers stades. Et donc, à ce moment-là, la chiropraxie peut vraiment, c'est toujours pareil, chaque patient est différent, mais la grande majorité du temps, ça prend un peu de temps, ça prend plus de temps que, je disais tout à l'heure que je voyais mes patients à peu près 4 fois. Pour une hernie discale, c'est plutôt 8. Ah, petit blocage ici du live, donc je ne sais pas si c'est un problème donc la fin de ta phrase a bloqué, il y a eu un petit glitch là. Voilà, c'est bon, ok, il est de retour, c'est bon. Ouais, ça a un peu bloqué sur la fin, mais qu'est-ce que je disais qu'en gros, voilà, les trois derniers, voilà, que les trois premiers stades de hernie discale, on pouvait a priori bien les traiter, et que par contre, évidemment, ça prenait plus de temps que le traitement du torticolis ou du lumbago classique. Donc, en gros, en moyenne, chez moi, de ce que j'ai observé, les patients viennent en moyenne 4 fois pour la plupart des choses, parce que souvent, c'est un peu du costaud. Quand c'est hernie discale, c'est plutôt autour de 8 fois. Mais encore une fois, c'est en moyenne. Mais la réponse, en gros, c'est dans la plupart des cas, oui, la chiropraxie, ça peut quand même. La grande majorité des cas, oui. Ok. On demande soit-il possible de rappeler la différence entre l'éthiopathie et la chiropraxie. Tu peux faire vite fait ou pas? Éthio ou ostéo? Éthio. Éthiopathe, ben voilà. Et l'éthiopathe, c'est la branche la plus proche, justement, la branche des ostéopathes, qui est la plus proche des chiropracteurs. D'accord. C'est-à-dire plus evidence-based, plus biomécanique, plus scientifique. Oui. Alors, écoute, il n'y a plus de questions. Donc, moi, je vais poser mes questions à moi, que j'avais noté au tout début. Donc, c'est bien, ça fait 1h22. On a fait 1h22 avec les questions des gens, donc c'est plutôt impressionnant. Pas mal du tout. Moi, ce que je voulais savoir, parce que comme mon TikTok, c'est quand même sport, quels sont les sportifs que tu vois le plus souvent dans ton cabinet? Alors, j'en ai vu énormément parce qu'évidemment, les sports, surtout dès qu'ils sont pratiqués de façon intensive, ça finit toujours quand même par entraîner des petits désordres. Donc, j'ai vu si je m'intéresse à ceux de haut niveau que j'ai vu des nageurs, des golfeurs, des rugbyman, des tennisman. Ce que je voulais dire plus tôt, c'était est-ce qu'il y a des sports que tu remarques amènent plus de gens dans ton cabinet que d'autres? Écoute, franchement, pas vraiment. C'est plutôt à chaque fois une question d'intensité de pratique. Et c'est pour ça que je suis tout de suite parti, tu vois, sur les pros que je soigne, les sportifs professionnels que je soigne dans mon cabinet. Parce qu'en gros, quand tu nages, de manière générale, c'est super bon. C'est généralement pour moi le meilleur sport parce qu'il n'y a pas de choc, il n'y a pas de tassement, il n'y a pas de vibration, tout le corps travaille. Mais j'ai reçu des nageurs de haut niveau, ils avaient les épaules bourrées de tendinite dans un état catastrophique. Voilà, parce que encore une fois, c'est l'excès qui fait le problème. Maintenant, quand même, ça va pas te plaire, mais voilà, la musculation, l'haltérophilie, la force athlétique, tous ces trucs-là, ça m'en envoie quand même peut-être un petit peu plus. Ouais, mais le truc, c'est vrai que ces sports-là, l'objectif étant d'aller chercher ta limite, c'est inhérent au sport, quoi. Alors après, je ne sais pas trop si tu as plutôt des gens qui font bodybuilding ou quoi, où là, c'est plus une histoire de déchirer le muscle, etc. Parce que moi, c'est plutôt force, donc du coup, je sais que le but, c'est d'essayer d'aller monter à tester tes limites de temps en temps, donc 95-100% de tes capacités, et c'est là que les éléments lâchent et tu te rends compte où est ton point faible, et c'est comme ça que je me suis fait un petit truc épicondylite, petit truc à l'épaule, etc. Donc ouais, je peux comprendre.
c'est justement pour ça que, à mon avis, c'est l'explication pourquoi je vois peut-être plus justement des gens qui font de la muscu comme ça, pour simplifier, pour résumer, enfin, pour englober tout ça, plutôt que d'autres sportifs. C'est que les autres sportifs, quand ils vont pousser à fond, c'est toujours trop parce que c'est le principe de la compétition. Donc on dépasse les limites, mais c'est dans le mouvement, c'est pas que dans la force, c'est dans le mouvement, c'est dans le sport lui-même. Alors que la force athlétique, la musculation, le crossfit et tout ça, c'est dans la force, tu vois, c'est vraiment. Donc c'est plus dur. Il y a aussi du mouvement, mais c'est quand même plus statique. En attendant, le nageur, il nage, tu vois, il bouge. Donc toute cette énergie qu'il envoie, elle est dissipée entre autres dans le mouvement. Le coureur, le cycliste, alors que là, si je prends l'exemple, j'ai pas mal vu d'haltérophiles, ils sont sur place et donc leur corps vraiment subit tout, quoi. C'est pour ça que je les ai plus vus que les autres, même si voilà, je suis un tennisman là, qui est très prometteur, qui est, je sais plus comment on dit, classé chez les jeunes, quoi. Et bon, ben lui, il réussit, il gagne beaucoup de tournois. Bah, quand je le vois, j'ai un boulot monstre, quoi, parce que il tire sur la corde. Et natation, pareil, là, je la vois plus, mais je voyais une championne de natation. J'ai jamais vu les épaules pareilles, quoi. C'était hallucinant. Alors que c'est la natation et que c'est pour moi le meilleur sport de tous. Donc voilà, c'est quand même souvent l'excès qui fait le problème, quoi. Ouais, ok. T'as jamais vu de yogistes, des gens qui font du yoga, genre qui se coincent comme des... J'en ai vu, et ça aussi, c'est pareil. Quand c'est le yoga fait... je soignais même, elle me revient, une prof de yoga, et c'est plutôt bien, mais toujours pareil. Quand il faut montrer des positions qui tirent quand même vraiment fort, ça finit quand même, et répéter, ça finit quand même par déglinguer un peu. Et le patient que j'avais vu qui s'était fait le plus mal, alors ça je ne connaissais pas, je crois que c'est Akram Yoga ou Ikram Yoga, je ne sais pas si tu connais. Alors, un Bikram ou tu as Acro. Ouais, bon, alors c'est un mélange des deux. En tout cas, il était dans une pièce surchauffée. Bikram, ouais. Ikram, et donc c'est ou Bikram ou je ne sais pas quoi, et ben c'est pareil. Cette chaleur fait qu'il peut aller trop loin, qu'il va avoir une souplesse anormale, excessive de tous ces tissus mous, et donc il est allé trop loin, et donc il s'est complètement déglingué en faisant ça. Ouais. Donc, je pense que si tu utilises la chaleur pour gagner du mouvement, il faut le faire. C'est très bien, mais jusqu'à un certain, il ne faut pas tirer trop sur la corde parce que déjà, tu vas pouvoir faire plus que ce que tu peux faire normalement. Donc, danger. C'est ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Et sinon, parce que donc dans l'ordre, tu m'avais déjà fait, je t'avais déjà posé la question pendant une de tes séances de sport, mais je voulais savoir, pour partager aussi, les principales causes, pourquoi les gens viennent te voir et ce qui a causé leur état en général. Est-ce que c'est parce que je m'as dit que le jardinage c'était quasiment number one. Ouais. Je sais pas s'il y a beaucoup de... Les trois trucs principaux, c'est jardinage. Hop, attends, on va enlever ça. C'est jardinage, inertie, c'est ceux qui sont devant l'ordi et qui ne bougent pas du tout, ou dans la voiture et qui ne bougent pas du tout, et déménagement. Voilà. En gros, les trois trucs, ça paraît bête, mais les trois trucs les plus fréquents, c'est ça. C'est trop bouger et trop en contrainte, comme c'est le jardinage, parce que quand tu marches pendant 3 heures, généralement, tu te fais pas mal. Mais quand tu fais 3 heures de jardinage, tu es à genoux, tu es le dos plié, tu es tout tordu, tu dois forcer pour que ça passe. Donc ça, c'est un peu dur. Et donc souvent, ça m'envoie beaucoup de monde. Inertie, travail devant l'ordi, télétravail, justement, en ce moment, c'est ça. Les taxis, tous ceux qui sont dans la voiture. Là, c'est le contraire, c'est qu'ils ne bougent pas assez. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, j'aime bien dire, si la nature n'aime pas le vide, le corps n'aime pas l'immobilité. Donc ça, c'est pas bon. Et puis, le troisième truc, c'est en gros les déménagements, c'est-à-dire à un moment donné où tu fais vraiment trop de choses, trop dures pour ton corps, à un moment concentré, et le corps lâche. Donc le concept déménagement, c'est n'importe quoi d'autre, c'est rangement du grenier, c'est des trucs comme ça, où à un moment donné, on concentre tout dans un temps trop restreint et on se délivre. Voilà. De toute façon, le jardinage, c'est vraiment, je pense, parce qu'une fois, j'ai désherbé un jardin, je pensais que ça allait me prendre 1 demi-heure, ça m'a pris 2h30. Et conscient un peu de mes postures, etc. Mais juste ça, c'était 1 heure, quoi. Et je pense qu'il faut le faire 20 minutes par 20 minutes. Il ne faut pas essayer d'y aller trop fort parce que c'est un coup à vraiment...
Il faut toujours essayer, c'est ce que je dis à mes patients, c'est dur évidemment quand on fait un truc de s'arrêter à la moitié de la parcelle, mais il faut se forcer. Tu te mets une pause, tu pars sur autre chose, tu fais travailler ton corps autrement, ou tu ne le fais plus du tout travailler, puisque là tu changes de rythme, donc là tu as le droit de t'asseoir et de te reposer, et puis tu retournes sur le truc. Pas faire tout d'affilée, parce que sinon tu te déglingues. En pensant à ce que je te disais, sur les 3 trucs les plus fréquents, je pourrais quand même rajouter un 4e qui est quand même la pratique du sport un peu trop forte, un peu trop excessive, où on va un peu trop à fond. Ça, c'est vrai que ça envoie assez fréquemment du monde aussi. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Parce que là, il est 30, je crois. Ouais, il faut y aller. Voilà. Non, mais c'est passé hyper vite. Je pense qu'on peut pousser encore un petit quart d'heure s'il y a des petites questions de quelqu'un. Moi, de mon côté, je peux faire quelques minutes de plus, mais pas beaucoup plus. Si je vois qu'il est 32, allez, 5 minutes, disons. Non, parce que là, je trouve que c'est pas mal, ça s'est plutôt bien goupillé. Les gens posaient plein de questions, c'est super. C'est passé à une vitesse assez folle. On peut arrêter là, je pense que ça peut être pas mal. Je trouve qu'on a fait un arc assez global sur pas mal de sujets. Je suis assez content, je trouve que c'est un. Ouais, je pense qu'il y a du bon contenu là, donc c'est plutôt cool. Je te remercie d'avoir pris le temps. À refaire, si ça te dit, moi avec plaisir. Bon, après, c'est toujours pareil, là j'ai eu un temps absolument incroyable, évidemment, pendant ce confinement, vu que j'ai arrêté de travailler. D'habitude, je bosse comme un dingue, et plus ma vie de famille et tout ça, donc j'ai pas 2 secondes à moi. Donc là, j'avais le temps. Mais potentiellement, si j'arrive à recaser ça, avec plaisir. Mais ouais, ce serait top. Je vais essayer de faire la même chose avec kiné, ostéo, pour même genre de principe. Et un jour, un petit. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais l'idée au final, ce serait d'essayer d'avoir une discussion pour voir un peu où vous croisez, ou quelle est la zone de chacun. Parce que c'est toujours intéressant. Moi, je dis toujours à mes patients, parfois ils me disent est-ce que vous pensez que je peux aller voir un médecin quand on n'arrive pas à soigner quelque chose? Et je leur dis, mais bien sûr. Moi, j'avoue, là, j'ai un peu de mal. Par chance, avec ce métier-là, ça arrive assez rarement. C'est un métier fantastique où on a un taux de satisfaction qui est énorme. Donc ça, c'est fabuleux. Toutes les études l'ont montré. Mais parfois, évidemment, ça ne marche pas. Quand le patient me dit, est-ce que je peux le montrer à tel ou tel thérapeute? Je leur dis, mais bien sûr. Si moi, j'arrive pas, accumuler les avis pour essayer de débroussailler les choses. Et là, c'est exactement pareil de ce que tu proposes. Si on a une discussion sur un sujet et qu'il y a un kiné qui va dire « moi, je pense que ça, c'est plus efficace », un ostéo va dire ça, et ben, ce sera évidemment la somme de tout ça qui sera la bonne réponse. Quoi. Donc, avec plaisir, génial. Donc on va peut-être essayer d'organiser ça, et je te remercie. Alors, est-ce que je te propose de rappeler qui t'es, où t'es, et si on peut, pour prendre des rendez-vous, je ne sais quoi, où on peut trouver tes coordonnées, et juste en vidéo. Et je rajouterai dans la vidéo YouTube, qui sera là dans une semaine ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, Vincent Macquart, M-A-C-A-R, comme ça se prononce, docteur en chiropratique, donc, ou chiropraxie, on dit les deux. Le plus simple pour me trouver, c'est mon site internet. C'est super facile, c'est mon nom.fr, donc c'est www.macquart.fr. Et c'est macar.fr, j'ai voulu faire très simple. Mon site, c'est exactement pareil, j'ai voulu faire hyper simple, sans fioriture, juste les infos qu'il faut, avec les liens vers le site de la chiropraxie, je crois qu'il y a un lien vers l'école aussi de chiro française, il y a un lien vers, je crois que c'est ça, l'OMS aussi, mais très simple. Macquart.fr, et puis je suis donc au Chesnay, donc au Chesnay-Rocancourt, voilà, il faut dire le Chesnay-Rocancourt. Donc collé à Versailles, maintenant c'est le Chesnay-Rocancourt. Et voilà, toutes les infos sont sur macquart.fr. Prise de rendez-vous par téléphone ou par mail, mais j'avoue que, comme je te le disais il y a 2 minutes, je croule souvent sous le travail, j'adore mon travail, donc je le fais tant et plus, et donc j'avoue que les mails, souvent, je mets un peu de temps à les traiter, donc le plus efficace, c'est le téléphone, et éventuellement de laisser même un texto. Avec mon problème de vue, j'ai ma synthèse vocale qui me lit les textos sans problème, donc c'est nickel. Ok, super. Bah, écoute, merci encore d'avoir pris cette heure et demie. C'est passé une vitesse de ouf. C'est impressionnant. Donc voilà, et puis une prochaine, j'espère. De toute façon, on se retrouve pour la séance la semaine prochaine. Et on va essayer de refaire ça parce que je trouve ça hyper intéressant que tu répondes précisément à des soucis que les gens peuvent avoir. Et je trouve ça hyper intéressant parce que le fait de parler de ces soucis précis permet aussi de voir d'autres choses plus globales,
questions auxquelles moi que je me posais pas, que je n'étais pas posé parce que j'y ai pas pensé. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal le système. Encore merci. Merci encore une fois. Je t'enverrai le lien pour que tu puisses aller voir ça. Et puis à bientôt. Ok, ça marche. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.